Dans le podcast de cette semaine, on revient sur le Spiel des Jahres 2025 qui a été remis à Berlin le 13 juillet dernier. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara, on se retrouve à Berlin. Et qui dit Berlin dit Allemagne, et qui dit Allemagne dit Hammer. Salut Hammer. Et oui, Paul Gara, c'est ce moment de l'année où je lâche mon fameux Herzlich Willkommen in Berlin. J'en profite pour faire un big up et la bise à Sébastien. Bah oui, et pourquoi on est à Berlin ? Eh bah parce qu'il y a une rave party ce soir à l'hôtel. Alors déjà, oui, mais on n'est pas venu... Je suis pas sûr que ce soit trop notre... Ouais. On n'est pas venu que pour ça. Non, parce que demain, c'est la remise du Spiel des Jahres. Exactement, édition 2025, la 47e si j'ai bien compté, puisque la première c'était en 79. Oui, le Spiel créé en 1978, la meilleure année du monde. C'est ça. Premier Spiel remis en 79, presque la meilleure année du monde aussi. À un an près, c'est dommage pour les gens nés en 79. Et qui a été remis au lièvre et la tortue de David Parlett. Le lièvre et le hérisson en allemand dans la version originale, parce que les fables de la Fontaine sont moins populaires en Allemagne. Mais oui, voilà, je crois que c'est le plus ancien prix et le plus prestigieux, le plus connu. Tout à fait. Voilà. Et donc c'est un prix de la critique. Oui. On aime toujours à le rappeler. C'est marqué sur le petit logo. Sur le petit logo, Critiker Prize. Parce que le jury est exclusivement composé de personnes qui sont critiques, c'est-à-dire qui officient dans les médias ludiques. Ouais, c'est ça. C'est pas une organisation collégiale comme on peut la connaître, par exemple pour l'As d'Or. Et tu dis des médias ludiques, et je dirais que même plus que ça, c'est une organisation qui a été formée par des journalistes. Oui. Même encore aujourd'hui, même si le jury s'est ouvert aux nouveaux médias, il y a des youtubeurs dans le jury, etc. Mais il y a encore pas mal de gens qui officient dans des médias traditionnels, je dirais. Des gens qui travaillent au Spiegel, par exemple, comme Maren Hoffman, la porte-parole du jury. Des gens qui font des chroniques, des critiques de jeux de société dans des quotidiens, dans des magazines, sur des radios, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, je dirais. Non, tout à fait. Alors là, on va revenir un petit peu sur la liste des nommés. Oui. On espère, parce que là c'est notre premier enregistrement du week-end, mais on espère pouvoir discuter avec toutes ces personnes en interview. Oui, on ne sait pas encore exactement qui sera présent pour représenter chacun des 9 jeux. Mais disons qu'on a déjà prévu certaines choses. Voilà, exactement. Alors on commence par la catégorie phare, allez... Donc le fameux Spiel des Jahres, on a 3 jeux qui sont en sélection. Donc le premier, c'est Bomb Buster, qui est un jeu de Hisashi Hayashi. Oui, c'est ça. Qui est édité, en fait, c'est par Cocktail Games. Oui. Et pour la version allemande, c'est Pegasus Spiele. C'est ça. Pegasus Spiele, ouais. Voilà. Donc c'est un des gros éditeurs allemands. Donc on va pas se mentir, Cocktail Games, on les connaît. Enfin, je veux dire, c'est un éditeur français, c'est pas la première fois. Enfin, on a de plus en plus quand même d'éditeurs français qui sont représentés chaque année. Oui, et puis en plus auteur japonais Hisashi Hayashi et les fidèles du podcast savent que nous avons des contacts au Japon. Voilà, exactement. Donc c'est un jeu à communication limitée coopératif, dans lequel on va devoir couper des fils, mais surtout pas le mauvais fil, et pour pas tout faire exploser, quoi. Et puis surtout, c'est un jeu à campagne. Il y a 66 missions, pas un jeu Legacy, mais un jeu qui propose plein de scénarios différents. Avec une montée crescendo en difficulté, évidemment. Le deuxième jeu, c'est Flip 7, un jeu de Erik Olsen, qui est édité, d'abord c'est un jeu donc américain pour le coup, par The Hop Games, qui est localisé en Allemagne, parce que tous les jeux doivent être sortis en Allemagne, bien sûr, pour être dans le Spiel. Donc c'est Cosmos, c'est une exigence. C'est une condition sine qua non, les jeux sélectionnés sont forcément... sorti en Allemagne dans les derniers 18 mois, on va dire, quoi. Voilà, Flip 7, c'est un jeu de stop ou encore assez immédiat, où on va devoir essayer de faire le plus grand nombre de points en ne tirant jamais la même carte de la même valeur. Ça va de 1 à 12 et il y a quelques pouvoirs spéciaux. C'est le genre de jeu auquel on peut jouer un peu jusqu'au bout de la nuit. Ça se joue de façon très immédiate. C'est un jeu très 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 accessible, et c'est sans doute une des qualités qui a fait que le jury l'a retenu.
Parce que ça s'explique en 30 secondes, quoi. Et puis voilà, quoi. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en France, il est localisé par Catch-Up Games. Oui. Catch-Up Games, dont on reparlera très bientôt. Exactement. Ensuite, on a Crackle Oracle, qui est un jeu d'un collectif d'auteurs, Sieben Basis. J'ai bien prononcé Sieben Basis. Sieben Basis, je crois, parce qu'il y a un Z. Pardon, Sieben Basis. Ouais, c'est ça. Et c'est un collectif d'auteurs. Et j'ai regardé un petit peu, j'avoue que je les connaissais pas du tout. Ouais. Et ils ont à leur actif, je dirais, une demi-douzaine de jeux, dont 3 ou 4 jeux pour enfants qui sont sortis chez Amigo, Schmitt, etc. Et l'éditeur, alors c'est pas sorti encore en France, non, si je ne m'abuse. Et l'éditeur, c'est Fresh Verlag, qui, alors comparé à Cosmos et Pegasus, qui sont vraiment parmi les géants avec Ravensburger en Allemagne. Fresh Verlag, c'est vraiment un petit éditeur qui ne fait pas que des jeux de société d'ailleurs aussi. Qui a une autre activité en fait. Oui, c'est ça. Plus large que ils font des livres d'énigmes, des choses comme ça. Ils sont un peu plus du côté de l'édition traditionnelle, je dirais pas forcément que des jeux de société. Ok, on va passer au Kinderspiel maintenant. Alors le premier, c'est Cascadia Junior, un jeu forcément de Randy Flynn. Parce que c'est l'auteur d'origine de Cascadia qui avait eu le Spiel des Jahres il y a quelques années et que tu avais rencontré à l'occasion d'ailleurs. Exactement, oui. Je me souviens, il était venu en kilt. Ça doit être 2022, non ? Quelque chose comme ça, oui. Je dirais 2022. Et Fertessa Alice, il est illustré par Beth Sobel, qui est aussi l'illustratrice du jeu d'origine. C'est bien sûr un jeu Flatout Games AEG, localisé en Allemagne par Cosmos. Alors là, c'est l'adaptation du fameux Cascadia, qui est un jeu de pose de tuiles. C'est vraiment le gameplay est vraiment une simplification du Cascadia originel pour les enfants, avec une certaine immédiateté pour les enfants. Je sais plus pour quel âge il est donné, mais il est donné à partir de 6 ans. Ensuite, on a Die Mausebande 2. Tu me corriges si ma prononciation est pas bonne. Non, c'est très bien. Voilà, qui est donc en fait c'est un jeu français puisque c'est le Clan des Souris, un jeu de Christophe Loras qui est sorti chez Débac le jeu, qui est localisé en Allemagne par Game Factory. Donc là, c'est un jeu plutôt pour 4-6 ans. D'accord, ouais. Et qui reprend une mécanique de memory. Oui, c'est ça, c'est un memory coopératif. Je crois que le thème, c'est on doit grosso modo remplacer la petite souris, aller chercher les dents des animaux dans la forêt, quelque chose comme ça. Ensuite, un jeu d'un auteur totalement inconnu. Qui n'est jamais venu à Berlin pour une nomination au Spiel, jamais, et puis qu'on ne connaît pas, on n'a jamais rencontré, on ne sait même pas à quoi il ressemble. Non plus. Top 10 Torteux, un jeu de Wolfgang Warsch, qu'on a entendu plusieurs fois. Alors on l'a entendu, on avait discuté avec lui l'année dernière ici même. Il était aussi nommé pour le Kinderspiel avec Grosse Kleine Edelsteine, qui est devenu le trésor des kobolds, je crois, en français. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer plus longuement à Vienne et pour une interview qui était sortie, je pense, au mois de mai, dans le podcast. Bon, on va pas trahir un secret en disant qu'il y a de bonnes chances qu'on l'entende dans cette émission un petit peu plus tard. Voilà, c'est un peu c'est devenu un habitué. En parlant d'habitué, je remarque que le jeu, une fois de plus, c'est chez Schmitt. Il travaille quand même. Wolfgang Warsch, il travaille quand même souvent avec les mêmes éditeurs. L'an dernier déjà, c'était. Et déjà l'année dernière, c'était Schmitt. Donc c'est un jeu à partir de 6 ans et il reprend une mécanique d'estimation. Et oui, encore une fois, mais sous une forme encore nouvelle, encore différente. Il va falloir empiler des tranches de gâteau. Et les tranches de gâteau ont plusieurs couleurs et on doit choisir les bonnes pièces pour faire le plus d'alignement possible sur notre gâteau. Alors ensuite, on passe au Kennerspiel des Jahres. Le premier, c'est Endeavor die Tiefsee. Oui, alors c'est un Endeavor eau profonde, qui est la 3e itération, je dirais, de Endeavor. Ouais, exactement. Après Age of Sail en 2018. Les auteurs sont des auteurs néo-zélandais, Carl de Visser et Gerard Gray. Et c'est Frosted Games l'éditeur. C'est bien possible, oui, je crois. Oui, tu l'as dit, on connaît Endeavor, c'est pas une nouveauté en tant que telle, mais là c'est une nouvelle itération qui a eu beaucoup de super bons retours de toute façon. Absolument. Ensuite, on trouve Far Away, un jeu de. Ça me dit quelque chose, Far Away. Alors un jeu de Johann Goupy, Johannes Goupy. Vous choisirez. On lui redemandera. Et Corentin Lebras, c'est un jeu qui a été développé par Catch-Up Games, localisé par Cosmos. Oui, qui avait eu l'As d'Or. Il y a eu l'As d'Or initié. Voilà, évidemment, pourquoi on le retrouve cette année ? C'est au gré des localisations, parce que évidemment, en Allemagne, il est sorti avec une année de retard par rapport à la France. Et donc voilà, il se retrouve dans cette shortlist de 3 jeux.
pour le Kennerspiel. Avec son petit gimmick de scoring inversé. On va commencer par scorer les dernières cartes posées, on va remonter. C'est ça. Il y a le voyage aller et le voyage retour, c'est le scoring. Et le dernier jeu, c'est un jeu qui a été traduit en allemand par Neuland, Loot, dans la version française. C'est encore un jeu d'un éditeur français puisque c'est c'est une édition chez Gigamic, un jeu de Charles Chevalier et Laurent Escoffier. En Allemagne, c'est Game Factory qui a fait la localisation. Donc ils ont 2 jeux aussi nommés comme Cosmos. Et donc là, ça va être un jeu de pose de tuiles où en fait on va, c'est un peu les invasions vikings, ou plutôt la colonisation viking, et on va au fur et à mesure qu'on pose des tuiles pouvoir avancer de plus en plus sur son paysage, puisqu'on peut réutiliser ce qu'on a déjà créé comme chemin. Et la particularité, c'est qu'on va se battre entre guillemets figurativement sur un plateau central où on va tous poser nos petits meeple vikings, et par contre ce qu'on ramasse sur le plateau central va venir sur un autre plateau personnel, et c'est là qu'on va faire notre scoring, quoi. Exactement. Voilà, Charles Chevalier et l'équipe de Gigamic à qui je fais un big up puisqu'on a pris le même avion. Voilà, on s'est retrouvés à Roissy. D'accord. Dis donc, il y a encore quand même pas mal de... Oui, il y a des jeux d'éditeurs et d'auteurs français quand même dans le lot. L'année dernière, c'était déjà... L'année dernière, on avait en tout cas de francophones, parce qu'on rajoute Scorpion Masqué. Oui, bien sûr, oui. Mais il y avait Scorpion Masqué, il y avait Sorry We Are French... qui d'autre on avait Playpunk avec Captain Flip, donc absolument. On avait déjà Sorry We Are French sur les traces de Darwin. On voit que c'est les jeux développés par les éditeurs français et créés par des auteurs et auteuristes français, plutôt les auteurs, ça on va pas se mentir, on a une seule femme dans toute la co-autrice de Cascada Junior. De toute façon, lors de la révélation des listes de recommandations et puis des nommés au mois de mai, le président du jury, Harald Schrappers, une fois de plus, avait encore déploré le fait que parmi tous les jeux, les centaines de jeux que le jury avait vus cette année, il n'y avait que 2% d'autrices. C'est malheureusement un constat qu'on fait chaque année depuis pas mal de temps. Donc là, on a fait le petit tour d'horizon. Maintenant, on va se préparer. Là, on fait un peu au fil de l'eau. On va se préparer bientôt aux premières interviews, la cérémonie, et puis on fera. On va avoir peut-être une invitée spéciale. On peut peut-être le révéler. Peut-être. On espère. Peut-être. On va laisser aux auditeurs et aux auditrices. Un peu de mystère. Un peu de mystère, comme ça ils écouteront la suite de l'émission. Et puis voilà, et écoute, maintenant on peut boire notre spritz Allez, tranquillement. C'est parti. C'est parti. C'est la première interview du Spiel des Jahres 2025. C'est quoi le Alors Spiel ? on va... La meilleure, j'espère. Ah d'accord. Vous entendez déjà les invités qui sont infernaux. Hyper dissipé, en même temps il est midi. Mais oui, parce qu'il est quand même très très tard. On est dans la nuit de samedi à dimanche. On est en compagnie de Catch Up Games avec Clément Milker. Bonsoir. Sébastien Kim. Et bonsoir. Et Johan Goupy, ou Johannes, ou Johan, on ne sait pas. Et on ne sait pas. Selon le pays. Et on ne sait pas. Bonsoir. Et si on lui demande, on le saura. Voilà. Non, et vous êtes là pour Far Away. Ah bon ? Oui. Oui. Ok. Ouais. Qui est donc après l'As d'or initié que vous avez obtenu. 2024. Ouais, 2024. Bah oui, parce que le jeu, en fait, on l'a dit tout à l'heure, on disait avec Hammer, c'est les jeux qui sont sortis en Allemagne pour les prix du Spiel. Je crois entre juin et mars. Et en fait, il est sorti en octobre 2024 en Allemagne. Et c'est Cosmos qui vous localise ? C'est Cosmos qui le localise. Ok, et donc là maintenant, c'est l'aventure du Spiel. C'est fou. C'est complètement fou, ouais. Ouais, complètement fou. C'est fou. Bon, ça fait plaisir quand même. Oh bah, t'imagines un peu ? Imagine le truc, c'est un truc de dingue. Donc on va commencer par toi, Johan. Parce que en fait, donc, toi t'es là, mais il n'y a pas ton co-auteur, Corentin Lebrun, à qui on pense. C'est que la moitié, effectivement. Corentin, il pouvait pas être là. C'est triste, mais effectivement, il devrait être là pour compléter le quattro, le cinco, enfin je sais pas comment on dit d'ailleurs. Quinso. Ils sont fâchés. Non, pas du tout. Non, c'est un amour, Corentin. Ok, et donc en fait le jeu, vous avez commencé à le développer quand par rapport à... Ça a pris du temps ou c'était un jeu qui a été facile à faire ? En fait, le truc, 10 minutes. Hein 10 minutes. Ouais, à peine. Comme Wolfgang Warsch, en fait, t'as une idée en allant te balader, puis 3 jours après, le jeu est fini. Mais en fait, c'est un peu ça. Mais en fait, le truc, c'est on se retrouve avec Corentin, on se dit on a envie de faire un jeu ensemble.
On se dit quel type de jeu on veut faire. On veut faire un filler. Un filler, c'est quoi? C'est un jeu extrêmement rapide, en simultané. On veut tous ensemble et tout ça. Et on se dit, voilà, nous, ce qui nous plaît, c'est Fantasy Realms. Donc on dit, on veut faire ça. Après, en fait, c'est la grosse. C'est vrai que c'est la grosse influence du jeu, en fait. Et une fois que t'as fait ça, on cadre le truc, mais on se dit, bon, on fait quoi maintenant, quoi, tu vois? Eh ben, on sait pas. Et donc, du coup, on sait à peu près où on veut aller, mais on sait pas trop quelle idée on va mettre en avant. Et un soir, en fait, je suis devant Tenet. Tu vois le film? Tu vois un peu le truc? Tu sais, c'est le film où tu vois les gens qui passent dans un sens et qui reviennent dans l'autre. Et en fait, je vois pas la fin du film parce que à la fin du film, j'ai qu'une seule envie. Je m'écris un mail d'ailleurs pour dire, faut que j'écrive à Corentin. Ça, c'est une idée, quoi. Et le lendemain, je lui présente l'idée et il fait, ouais. Et après, on va dérouler le jeu. Et je crois qu'il y a 3 semaines de développement entre ce moment-là et le moment donné où on va présenter le jeu à Catch-Up, où je contacte Clément pour lui dire. Là, on a un truc fort. Donc, finalement, en termes de développement de jeu, j'en ai fait quelques-uns, c'est vraiment ultra rapide en fait. Donc, l'idée de base du jeu et le gimmick du jeu, parce qu'en fait, c'est pas une mécanique, c'est vraiment le gimmick de se dire. Alors, sur le gimmick, ouais, c'est ça. Le gimmick, il est là très tôt, il est très fort. Et on se dit maintenant il faut faire le meilleur jeu possible avec ce truc là en fait. Donc après il faut équilibrer les cartes, mais ça c'est un autre boulot presque. Il faut aussi amener les sanctuaires. Et là c'est Corentin qui va s'y mettre, il va dire il me faut de l'émotion en plus. Et je dis ok. Et lui il fait on va faire ci, on va faire ça, nanana. Et où là on converge les sanctuaires, et je fais waouh ça c'est fort aussi. Et donc du coup on se retrouve avec un package final. Et on finira l'équilibrage en finesse comme ça se passe très souvent. Et donc du coup effectivement c'est quelque chose qui va aller très très vite. Et on est presque surpris en fait d'avoir fait un jeu comme ça qui nous parle autant et sur lequel tout de suite en fait on sent on a fait une partie, on a envie de rejouer et même en fait des fois on se dit bon là il faut faire tu sais, souvent quand tu game design tu dis bon là on arrête, il faut faire l'étape suivante, mais en fait on se disait mais on va quand même refaire une partie de ce truc qui marche pas, mais il faut encore faire la suivante quoi, parce qu'on sait qu'en fait on a trop envie d'y jouer et tout de suite on sent que c'est bizarre, c'est au-delà en fait. Et vous sentez tout de suite que ce petit gimmick du scoring inversé, c'est quelque chose qui a vraiment... Parce que moi, j'ai joué au départ sur le jeu sur BGA, et pour après avoir joué en physique, je trouve que ça change complètement la sensation de jeu. Le fait d'avoir vraiment de retourner ses cartes, puis ensuite de les mettre face cachée, puis ensuite de les retourner pour scorer, il y a vraiment un plaisir... Enfin, le côté physique change tout, en fait, dans la sensation de jeu, quoi. Exactement. Alors que c'est presque un gadget, mais ça fait beaucoup du charme, en fait, du rituel. Pour moi, c'est comme un rituel en fait, et c'est ça qui fait le plaisir du jeu. Si t'as été au théâtre une fois, tu y as été, j'en suis certain. Ouais. En fait, au début, tu fais oui, mais ils ont appris leur pièce, et donc tu suis la pièce de théâtre, tu fais oui, mais ils ont appris leur pièce, et au bout d'un moment, t'oublies. Et tu vis la pièce de théâtre avec eux. En fait, ce qui est important, c'est la mise en scène. Et cette mise en scène dont tu viens de parler, au bout d'un moment, les joueurs de Far Away, ils se retrouvent dans cette mise en scène. Et en fait, ils adhèrent au jeu et ils disent mais oui, mais j'ai envie de faire ça avec vous. En fait, j'ai envie de faire ça avec tout le monde. Et c'est ça qui compte en fait. En fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est que faire un jeu, c'est pas juste faire un jeu. Enfin, ou jouer un jeu. C'est adhérer aux émotions que le jeu procure. Ouais. Et c'est ça qui compte en fait à la fin. Moi, je trouve que c'est ça qui est très fort dans le jeu, c'est toute la mise en scène et le fait d'avoir vraiment proposé. C'est pas juste le jeu, la mécanique et tout, c'est d'avoir proposé une véritable mise en scène qui rend le jeu unique en fait et qui fait qu'on s'en souvient quoi. Exactement. Alors là maintenant, faut pas oublier, c'est que le jeu mécaniquement, effectivement, on vient d'en parler. Mais après, en fait, quand on arrive chez Catch-Up, donc je crois qu'il va c'est le seul éditeur auquel vous l'avez proposé ou pas? Oui, parce qu'en fait, on en parle à Catch-Up et Catch-Up nous dit, au bout de 2 jours, il en parlera peut-être mieux que moi, mais au bout de 2 jours, il nous propose un contrat en fait. Donc c'est fait en fait. Ok, ça s'est vraiment passé comme ça, Clément? Ça c'est vrai. Oui, Paul Gara, ça s'est vraiment passé comme ça. Ouf. En vrai, Johan, il me contacte, ça me dit ah j'ai vraiment un jeu cool et j'aimerais bien que vous y jouiez. Il me dit on peut y jouer sur TTS, donc Tabletop Simulator. Et d'habitude on fait pas trop ça parce que c'est une interface pas très ergonomique et donc du coup ça abîme les sensations. Mais bon, comme là c'est Johan et qu'on le connaît, qu'on a déjà fait des jeux ensemble, qu'on nous a déjà montré pas mal de protos. On a fait Oricalc déjà. Quoi? Oricalc. Comme orchestre, comme un orchestre. Je sais pas de quoi on parle. On a fait Oricalc, mais il nous a aussi montré déjà pas mal de protos en vrai, donc on se connaît bien. Et on se dit ok, c'est Johan, donc c'est pas grave, faisons-le sur TTS. Et donc du coup on y joue tous les deux. Et c'est un matin. Avec Corentin, bien évidemment. Oui, il y avait Corentin, mais ce matin-là, il y avait juste Johan quand il me présente le jeu. Et donc on y joue à 2. Et en fait, tu t'y as joué, le jeu il dure 8 tours, quoi. Et au bout de 4 tours, je me dis, alors à l'explication, je me dis, ça, si c'est aussi bien que ça promet d'être bien, ça va être bien. Et au bout de 4 tours, je me dis, c'est vraiment hyper bien. Il y a probablement des trucs à régler, mais c'est vraiment hyper bien. Et donc on finit la partie.
Et à la fin de la partie, je lui dis, tu me files un print and play là et on y joue. Et là, oui, mais non, c'est pas équilibré, ça va pas être les bonnes sensations, tout ça. Non, mais je comprends. Et je dis, mais on s'en fout, en fait, évidemment qu'il pourra y avoir de l'équilibrage, mais en fait, c'est les sensations qui comptent, les sensations sont super. Donc, file un print and play, on y joue avec les copains là au bureau, et on me dit quoi. Et donc, ça, c'est le matin, il m'envoie un print and play dans la foulée, je le fabrique dans la foulée. Pour l'anecdote, je le sleeve. C'est assez rare qu'on sleeve les protos parce que c'est beaucoup de temps pour des protos. Souvent, on les jette. Voilà. Mais celui-là, je me dis probablement qu'on va pas le jeter. C'est le principe d'un proto, quoi. Malheureusement. Bien sûr. Souvent, là, je me dis on va peut-être pas le jeter tout de suite. On y joue le midi. Et en fait, il se passe la même chose que moi, qui s'était passé. C'est-à-dire qu'on y joue à 5. Et au bout de 4 tours de jeu, tout le monde relève la tête en disant c'est super bien. Et voilà, et en fait on y rejoue un peu dans l'après-midi, mais en fin d'après-midi on a décidé, on va dire, on leur propose un contrat, et le lendemain en fait on vous propose un contrat avant midi, donc moins de 24 heures après, on dit voilà, si vous êtes chaud, nous on est hyper chaud, et voilà. Et donc ça, toi Seb, quand vous décidez des jeux comme ça, c'est toujours conjointement ou tu lui fais confiance? Moi, je sais pas mon mot à dire en général. Non, c'est bon. non, mais en fait, là c'est eux à la base qui sont tous les deux dans la boucle, mais Clément il nous montre le jeu. Effectivement, on a une discussion en sortir de jeu sur de se dire c'est quoi notre sensation, c'est quoi. Parce que de dire ok en moins de 24 heures, j'imagine que c'est pas ce qui se passe tout le temps, quoi. Des évidences comme ça, c'est assez rare en fait. Ouais. De se dire voilà, le jeu, il y a un truc, il y a quelque chose qui est unique, qui est un peu voilà, c'est très très rare de pas se poser la question plus longtemps que ça pour se dire voilà. Ouais. Il y a quelque chose qui est fort. Ouais, il y a quelque chose qui est fort dans cette proposition. Go et c'est ok. Il y a zéro. Enfin, pour nous c'est toujours une réflexion en termes de risque, de se dire c'est quoi l'espérance par rapport à ce projet, c'est quoi le risque de signer ce projet et de se dire au bout de quelques parties de plus on va se dire maintenant c'est pas si finalement fou, c'est pas si bien fou et tout, machin, mais là il y avait vraiment sur la force de la proposition, sur la force il y avait pas de doute pour vous, qu'on a joué. C'était quand même vraiment un niveau de doute assez rare, en fait. Et du coup, puis c'est des mais c'est des sensations, c'est-à-dire que tu joues, tu kiffes la première partie, t'as tout de suite envie de rejouer, tu rejoins une deuxième partie, t'as tout de suite envie de rejouer. Voilà, on est joueurs, enfin Johan, Seb, moi, Corentin, on est joueurs, tu les vois bien les sensations. Alors c'est peut-être moins facile pour Johan et Corentin, parce qu'eux ils travaillent plusieurs itérations du jeu éventuellement. Nous on en voit une qui est celle qui est quand ils nous la présentent. Et tout de suite, on se dit, ok, go, on y rejoue, tu vois. Ok, peut-être qu'il y aura des trucs à faire, mais en fait, on veut tout de suite y rejouer. Et toi, en tant que joueuse, quand t'as envie de rejouer tout de suite à un jeu, voilà, c'est bon signe. C'est bon signe. Des fois, la réflexion, elle va pas au-delà de ça, enfin, tu vois. Mais quand c'est évident, en fait. Si en fait, t'as fait 3 parties et que t'as toujours envie d'y rejouer, voilà. Et pour toi et Corentin, le fait d'avoir ce go finalement hyper vite, j'imagine que c'est aussi, c'est pas que je dis que c'est sécurisant, mais c'est hyper motivant pour continuer après à faire peaufiner l'équilibrage et tout. C'est-à-dire que vous êtes, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu carte blanche pour finaliser le jeu comme vous voulez? C'est le début de l'enfer. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, déjà, on sait ce qu'il faut faire et tout. Et parce que moi, je suis un peu trop. En fait, Corentin m'a dit attends, moi, je peux pas attendre. J'arrive pas dans ma vie, attendre, ça me correspond pas. Donc, en fait, j'ai été trop tôt. Mais nous, on savait déjà en fait ce qu'il fallait faire pour aller au bout. Et donc, du coup, on a fini de travailler et eux, ils testaient, nous, on finissait. Et en fait, on leur a donné la version suivante, qui allait dans le même sens. Donc, de toute façon, il n'y avait pas vraiment de surprise. Et en fait, on s'est retrouvés fondamentalement à avoir quelque chose qui soit hyper excitant pour nous, je crois pour eux aussi. Et donc, c'est quand même un projet où, quand tu arrives sur un truc comme ça, ça découle en fait. Et donc, tout le monde est sur la même ligne et tout. Et après, on a pu attaquer la deuxième partie du design avec eux, où là, c'est presque une surprise. Enfin, on a discuté avec Corentin, et je le dis pour lui, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais quand on a vu le travail éditorial qui a été fait après avec Max, incroyable. Ouais, parce que on peut dire aussi que attends. Moi j'ai des choses à dire. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a aussi des choix de direction artistique qui sont hyper forts en fait. Enfin, il y a quand même, c'est audacieux parce que vous n'avez pas fait quelque chose de passe-partout quoi. Non, mais Corentin et moi, c'est pas le premier jeu qu'on fait. Donc en fait, quand on voit le premier travail éditorial qui est fait, on dit pas, voilà, c'est ça. Voyez, regardez les lieux, ça te plaît, ça te plaît pas. C'est pas ça. On vous reçoit un PDF où on nous explique le monde d'Alula.
Donc on nous explique ceci et ça, machin. Et je fais, mais j'ai jamais vu ça. Moi, dans mon boulot, j'ai ce genre de présentation, de trucs où tu dis, voilà le planning pour les 2 prochaines années à venir dans un labo, machin de physique et tout ça. Et je dis, mais là, le mec, il fait la même chose. Il m'explique, il crée un univers. C'est ça qu'on a vu. Et ça, c'est le travail de Maxime Morin. Maxime Morin qui vient là, et je me dis, mais attends, mais là, on n'est pas juste en train de faire des illus. Il crée un univers, en fait. Il y a tout un lore qui s'installe. Avec une forme de cohérence. Et le choix de faire aussi des boîtes avec des couves différentes et tout. Et là, tu dis, ok, on a la sensation que le jeu est bon, mais tu dis, en termes de travail éditorial, ils vont au-delà en fait. Ils font pas juste le truc qu'il faut. Ils essaient de réfléchir à trouver le step d'après, quoi, tu vois. Et l'illustrateur s'y met aussi. Pour magnifier le jeu finalement. Et l'illustrateur s'y met aussi, quoi. Et tu fais, attends, il se passe un truc là, tu vois. Vous, le choix ce choix d'avoir quand même une direction artistique très audacieuse, parce que c'est pas je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais il y avait vraiment la volonté. Le jeu se démarque aussi visuellement. Comment ça vous est venu en fait? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, ce qui nous a motivé, c'est qu'on essaie de faire pas tout le temps, mais régulièrement ça. Seb l'avait fait sur The Loop, on l'a fait sur Paper Tales, sur Qbert. Voilà. C'est quand même des risques visuels. C'est un truc qu'on aime bien, avoir des trucs qui changent de l'ordinaire. Là, en l'occurrence, c'était particulier sur ce jeu-là, c'est que moi, il se trouve que pour X ou Y raison, j'avais envie de travailler aussi avec un directeur artistique. Et j'ai dit aux gars, à Johan et Corentin, en disant voilà, on va travailler avec un directeur artistique en plus qui va m'aider sur ça. Qui s'appelle et qui en l'occurrence est Benjamin Trelou, qui avait déjà travaillé sur d'autres jeux, notamment sur Ménestrel par exemple, mais bien d'autres. Et voilà, et en fait on est en contact parce qu'il m'a contacté peu de temps avant et je lui dis vas-y go, essayons. Il est hyper partie prenante du projet. Et donc là il sait ce qu'on a fait déjà, il sait qu'on aime bien avoir des parties pris graphiques un peu appuyées, même si pas forcément trop clivants. Et voilà, et là il y a toute une étape avec lui, toute une phase avec lui, avec Benjamin, où on regarde des illustrateurs et on en discute. Et lui et moi, et à un moment le choix arrive sur Maxime Morin, parce que Maxime Morin c'est quelqu'un qui nous a contacté il y a longtemps. On a regardé, on s'est dit c'est très tranché, pourquoi pas. Entre-temps, il a bossé chez Bombix, notamment pour faire Petit Peuple, mais également Codex Naturalis. Et voilà, il y a un moment entre plusieurs illustrateurs, on n'arrive pas à trouver. Et à un moment, je crois que c'est moi qui propose à Benjamin Maxime Morin. Il dit ah oui, Claire, ouais, c'est cool, ça tranche. Voilà, on le contacte, on lui propose le projet et il est partant. Et voilà. Et du coup, Maxime Morin, il a un style qui est assez tranché. Et le choix de faire les 4 boîtes avec les 4 couleurs et tout, parce que ça on pourrait penser, un peu comme, mais il y a eu Abyss qui a fait ça aussi. Ça. On aime bien s'inspirer des meilleurs. Et ils l'ont fait. En fait, à la base, on part pas sur ça. À la base, on part sur une couve et on se dit, ça marcherait probablement bien en blanc. En fait, moi, quand j'en parle avec Benjamin et donc du coup avec Maxime, on se dit c'est une petite boîte sur la couve, il faut que ça marque. C'est à l'époque où il y a Radland, donc je remonte un peu la boîte de Radland en disant ce qui est assez fort dans Radland, c'est une petite boîte mais avec un perso en gros plan, tu vois. C'est un très mauvais jeu. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, je peux pas. Mais en tout cas, il y a ce truc-là, c'est-à-dire que c'est une petite boîte et donc du coup, si ça fourmille, c'est compliqué en boutique, on le voit moins. Et moi, j'aime bien les boîtes qui se démarquent bien en boutique. Et donc je propose, on fait plusieurs essais, un bout de décor, un personnage, du blanc, pas du blanc, pourquoi pas. Et au début c'est ça, voilà. Et à un moment on a cette couve et qui est la couve avec le Orco, donc comme dans Les Maîtres de l'Univers, le petit gars avec son poncho et son chapeau. Et en fait à un moment quand je vois la boîte, je me dis tiens mais l'univers de Max il est tellement riche, j'en parle à Benjamin, l'univers est tellement riche et en plus on est sur de la boîte blanche, tu vois, avec assez peu d'assets. Pourquoi on ferait pas comme ils avaient fait justement sur Abyss, clairement, avoir ce truc un peu cool d'avoir 4 couves. On a 4 biomes dans le jeu, on pourrait faire 4 couves, ça fait sens, on va reprendre des persos, tout ça. Et ça part un peu de là en fait. Et Benjamin me dit ouais c'est cool, on se pose des questions de la prod, on dit ok ça coûte un peu plus cher en prod, c'est pas très grave, on s'amuse, ça fait plaisir. Et voilà, on est parti sur ça. Au fur et à mesure, c'est pas un truc qui était pensé dès l'origine, c'est un truc qui s'est fait au fil de l'eau avec les possibilités que ça offrait. Voilà, en se disant, on a mis du temps à choisir quel allait être l'aspect de la couve. Une fois qu'on a choisi l'aspect de la couve, on se dit tiens, en fait la couve est faite de telle manière que probablement qu'on peut assez facilement décliner 4 couves. Toi, Johan, avec Corentin, donc vous gagnez l'As d'or avec ce jeu. Eh oui. J'imagine que c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf, mais n'oublions pas que c'est aussi une portion de chance. Tu vois, tu te retrouves avec 3 jeux qui sont très bons en lice.
Et nous, on est là, on se dit putain, ça va peut-être le faire. Putain, j'ai pas le droit de le dire. Non. Si, parce que moi je dis putain tout le temps, mais moi je suis VIP quand je dis putain. Et donc effectivement, on sait pas, et paf, on gagne quoi. Ouais. Et là, on se dit mais c'est un truc de fou quoi. Ouais. Et donc on monte d'ailleurs la vidéo qui fait qu'on monte sur scène, on voit qu'on est. Oui, vous êtes voilà, ça se voit que vous êtes perdu, ému, on sait pas ce qui se passe et tout. C'est un truc de dingue quoi. Tu réalises après coup ou sur le moment t'as vraiment cette période de flottement un peu de. Bah moi je suis auteur depuis pas longtemps. Ouais. Et donc du coup je me dis. T'es pas auteur à temps plein, enfin c'est pas. Non. Tu as une autre activité professionnelle à côté, ouais. Et donc du coup en fait dans mes rêves les plus enfantins, je me disais quand j'avais commencé du game design en 2017, 2018, je me disais peut-être un jour peut-être une récompense et tout. Ouais. Enfin paf, tu gagnes l'As d'or. Enfin tu vois c'est un truc de dingue quoi. Et donc, t'en reviens pas en fait. Et alors, après, derrière nomination au Spiel, alors, j'ai toujours pas réalisé ça. Moi, j'en avais parlé avec Mathieu qui est avec nous, mais qui a pas le micro. Mais pour avoir suivi pas mal, je t'avais dit, on avait suivi pas mal avec Hammer les. Ouais, il a un micro maintenant. Ce que disait le jury du Spiel en fait, parce que c'est des critiques, hein, le jury du Spiel. Je te disais, surveillons bien parce que c'est pas mal parti pour Far Away parce qu'en fait ils font des blogs et tout. On le voyait arriver quand même que Far Away était bien placé, ouais. Alors ouais, après l'As d'or, forcément on y pense, mais il y a aussi quelque chose. On est passé un peu vite tout à l'heure sur le fait que ce soit Cosmos notre partenaire. On avait été contacté par beaucoup d'éditeurs allemands, et beaucoup qui nous disaient il faut se dépêcher de le sortir début 2024 pour qu'il soit éligible pour le Spiel. Donc 2024 du coup. 2024, et il y a que Cosmos qui nous avait dit on va prendre notre temps, on va le sortir à SN 2024, et du coup on vise le Spiel 2025, mais ils avaient déjà aussi ça en tête, même si on peut jamais savoir, etc. Mais en termes de calendrier, ils disaient déjà que s'il y avait une nomination, ça serait pour 2025. Et du coup, tu l'as en tête forcément, surtout quand après il y a des gens qui t'envoient des liens en disant regarde, ils y pensent, etc. Qui sont ces personnes, je ne sais pas. Mais du coup, est-ce que vous avez senti quand même monter un peu la possibilité que ce soit en fait au Spiel et puis d'être là aujourd'hui à Berlin en fait ça serait mentir de pas dire qu'on n'était pas devant YouTube au moment des nominations, mais c'est toujours pareil, on n'ose pas trop y croire pour pas être déçu, et les autres jeux sont très bons. Oui, les autres jeux sont très bons. Qu'est-ce que t'as ressenti toi? Enfin, c'est un peu con comme question, je sais, mais qu'est-ce que... Non, mais je réalise pas. Oui, je sais ce que tu veux m'entendre dire, mais en fait c'est pas vrai. J'y arrive pas en fait. C'est pas possible. Parce que en fait si c'est le cas, mais c'est ouf. Dinguerie. C'est une dinguerie en fait. Vas-y, projette-toi à ma place. C'est quoi la possibilité? C'est pas possible. Parce que j'imagine que c'est toujours le Spiel, on peut dire ce qu'on veut, ça reste le prix le plus prestigieux dans le monde ludique. C'est le prix Nobel du monde ludique. Ouais, voilà. Donc si tu décroches ça, et en tant derrière, qu'est-ce que tu as à faire? Et ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies. Ah bon, okay. Je pense que peut-être que si on jouait plus, on sauverait des vies. Et vous, en tant qu'éditeur, c'est... Alors c'est pas vous, c'est moi, parce que on a chacun notre ressenti par rapport à ça. Moi, je suis extrêmement content quand on est nommé à des prix et qu'on gagne des prix éventuellement. Mais en vrai, au quotidien, j'attache assez peu d'importance, et donc j'y pense assez peu. Et c'est vrai qu'on a regardé la cérémonie parce que Mathieu nous a dit là c'est la cérémonie, faut regarder, on se met sur le Discord et on regarde. On était en rendez-vous de travail à ce moment-là, je crois. Mais moi j'avais pas réalisé. Tu regardes pas, enfin à aucun moment tu te dis c'est potentiel et on peut regarder un peu plus cette année ou pas? Alors ma femme dit que c'est pour me protéger, et probablement qu'elle a raison, tu vois, mais mais quand tu le vois que c'est vous, non mais t'es hyper content. Mais moi c'est pas pour ça que je le fais. Mais évidemment que t'es hyper content. Ça serait mentir que t'es pas hyper content. Et d'ailleurs j'en parlais ce matin quand on courait avec Johan. Je te délivre pas tous nos secrets, s'il te plaît. Gagner l'As d'or, ça m'a fait plus de joie au moment où on l'a gagné que j'imaginais que ça me procurerait quand voilà. Parce que justement, c'est des trucs auxquels je préfère pour X ou Y raison pas trop m'attacher. C'est pas pour ça que je le fais. Peut-être, comme dit ma femme, la peur d'être trop déçu, et voilà. Et donc du coup, l'As d'or, c'est énormément de plaisir au moment, c'est énormément de joie au moment, c'est indescriptible. Enfin voilà. Et là, le Spiel, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que Mathieu le rappelle en disant on va regarder. Je suis extrêmement content au moment où le jeu est nommé. On en parle avec Seb, on en parle avec Mathieu, avec Corentin à distance, on en parle avec Yo. On se dit direct on va tous à Berlin, évidemment c'est trop bien, et si on le gagne c'est incroyable, mais en fait ça fait deux mois que le jeu est nommé,
Et en fait, j'y pense pas trop pendant 2 mois. Alors voilà, quand ça sera diffusé cette interview, j'imagine qu'on connaîtra le résultat. Mais oui, moi, je pense que je vais stresser l'heure avant la remise, quoi. Tu vois, là ça va, mais parce que voilà, bon, c'est des tempéraments, quoi. Ouais. Et en fait, c'est vraiment, on s'en est rendu compte à l'As d'Or. C'est une émotion sur le moment, mais c'est aussi une émotion parce qu'elle est partagée, en fait. Ouais. Parce qu'on est là en équipe et parce que c'est un effort collectif et il y a quelque chose d'hyper intense de regarder aussi la joie des autres, la joie des copains. Et même si rationnellement on se dit ça va pas changer nos vies, tu vois. Oui. Sur le moment, t'as forcément une joie de ouf, quoi. En fait, il faut pas bouder son plaisir aussi des bons moments, quoi, en fait. Moi, je rejoins ça dans le sens où, désolé, je coupe un peu, mais en fait, t'as des jeux ou des projets qui sont un peu plus type fournisseur, éditeur, tu vois. Et là, c'est pas le cas, là. Ouais. Là, c'est vraiment une équipe qui développe un jeu. On a tous notre partie, mais en fait, on est intégré dans une forme d'équipe. Et quand on gagne l'As d'Or, c'est vraiment une équipe qui gagne, tu vois. Et c'est un peu familial, c'est un peu chaleureux en fait ce qui se passe. Ouais. C'est un peu chaleureux, pas trop. Un peu chaleureux. Ça va là. Non mais c'est justement de ça dont j'allais parler sous la gouverne de Johan, c'est que on a de la chance que ça se passe hyper bien dans l'équipe. Tu vois, faire un jeu, c'est aussi des relations humaines, des relations sociales, et des fois ça se passe pas toujours hyper bien. Bon. Il se trouve que là, ça se passe hyper bien. Moi, je suis hyper content de travailler avec Johan et Corentin. Seb et moi, on est hyper content de faire ce jeu. Mathieu adore le jeu. Moi, je suis hyper content sur la façon dont... Je suis chef de projet, donc c'est pour ça que je suis hyper content sur la façon dont ça se passe avec Benjamin et avec Maxime. Et en fait, on a de la chance, On a de la chance parce que tout se passe hyper bien, on est tous contents et voilà. Et donc, du coup, t'es d'autant plus content que quand t'as un prix, voilà, ça s'est bien passé, en fait. T'es hyper content et t'es hyper content de partager le prix et la scène avec ces personnes-là et la soirée derrière avec ces personnes-là. Et ce truc de partage, ça s'est très bien passé, c'est un beau couronnement. En fait, c'est aussi une aventure humaine à chaque fois. C'est presque ça le plus beau, quoi. C'est un peu con à dire, mais c'est incroyable, c'est que quand tu te serres dans les bras, Effroyable. Je préférais ne jamais revivre ce moment, c'est effroyable. Non, mais parce que dans la vie, des fois, tu te dis, mais ça marche pas. En fait, tu es là, tu te regardes, mais il y a quelque chose de faux. Là, il y a rien qu'il faut. Quand on se serre dans les bras avant de monter sur scène. C'est juste un moment de... C'est la vraie amitié en fait. Alors c'est pas de l'amitié, on l'a pas vécu 25 ans, tu vois. Mais pour autant, il se passe quelque chose de fort. C'est juste. En fait, on est en train de vivre un truc juste et c'est ça qu'on a envie de continuer. Ok. Et il y a quand même aussi un truc un peu fou à réaliser, de se dire, nous, on fait notre métier au quotidien, on fait, j'ai envie de dire, notre petit jeu dans notre coin, voilà. Et après, de rapprocher ça du fait de tu gagnes un prix. Où il y a des gens ce soir qui viennent de Nouvelle-Zélande pour le prix, il y a des Américains qui sont là, et qui est suivi ensuite partout dans le monde. Et il y a un truc qui est difficile à rapprocher, de se dire, nous on est dans notre petit bureau lyonnais, on fait notre petit truc du mieux possible, on est content que le jeu sorte, et un an après on se dit on est là à Berlin sur le prix le plus prestigieux sans doute du monde ludique. C'est difficile de faire le rapprochement, tu vois. C'est un peu irréel, quoi. Sam nous en parlait hier, il disait, vous vous rappelez quand vous faisiez vos petites réunions avec Corentin et Johan pour dire est-ce qu'on fait plus ci, plus ça, on rajoute une petite strat, on fait comment? Voilà. C'était des moments très intimistes et là d'un coup pouf t'as un prix, quoi. Enfin t'as une nomination. Je suis un peu le poil à gratter du monde ludique, moi. Mais non. Non, mais c'est vrai que c'est des histoires après qui sont un peu impalpables, un peu incroyables, de dire de la trajectoire d'un jeu, de dire tu vois, le niveau de succès que ça peut avoir, mais même si à la base tu te dis le jeu il a un très gros potentiel, en fait, très gros potentiel. Toi tu penses ça, mais en vrai ça pourrait ne pas fonctionner. Il y a plein de facteurs, il y a plein de trucs qui sont incontrôlable, et après voilà, quand t'as l'histoire qui fonctionne bien, c'est vrai chouette. C'est vrai qu'on met souvent les auteurs ou l'équipe d'auteurs en avant parce que t'as ton nom marqué sur la boîte, l'illustrateur aussi, mais faut vraiment pas oublier la vision éditoriale, la direction en fait, là où on va. Et ça... Le développement. Mais non, mais parce que sinon il n'y a pas de jeu en fait. Tu vois, ça beau avoir une bonne idée, sinon il n'y a pas de jeu. Tu vois, elle a beau être aussi fort que tu veux, il n'y a pas de jeu. Et c'est là où faut bien voir en fait que ces personnes qui sont là autour de la table,
elles ont su trouver comment amener le jeu là où on est aujourd'hui. Sinon, là, on n'est pas à Berlin, en fait. Hein. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Et Corentin, il dirait la même chose, j'en suis certain. Ok, je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci à toi. Nous allons savourer notre bière maintenant. Merci. Il est très tard. Et puis, on croise les doigts pour demain. Parce que moi, c'est mon chouchou, j'avoue. Merci, Pogira. Merci. Merci à vous. Merci. On se retrouve toujours à Berlin. On est avant la cérémonie du Spiel. On est en compagnie de Eric Olsen et l'équipe de Hope Games pour parler de Flip 7. Je suis David Blanchard, directeur pour les jeux familiaux et les jeux d'ambiance. Bonjour, je m'appelle O'Neill Mabil, designer créatif senior. Je suis Tony Cerebriani, vice-président chargé des relations avec les auteurs de jeux. Ok, et Eric, hello Eric. Je suis Eric Olsen et je suis l'auteur de Flip 7. Oui, on va commencer avec toi Eric. Tu n'as pas designé énormément de jeux, mais tu as designé Flip 7, c'est un énorme succès. Yeah, so Flip 7 was my second game. Oui, alors Flip 7, c'est le deuxième jeu que j'ai conçu. On espère toujours avoir un grand succès sans pour autant être sûr de l'atteindre. We hope for, but you never know. Yes. Tu étais vraiment surpris ? Oui, surpris, mais dans le bon sens du terme. Surprised. Ok. Et maintenant, j'ai vu que tu étais devenu auteur de jeux à plein temps. Ah, tu as vu ça ? Oui, depuis un peu plus d'un mois, je suis devenu auteur à plein temps. Et c'est j'imagine que c'est grâce au succès de Flip 7. C'était quelque chose auquel tu pensais depuis longtemps. Flip 7. En fait, Flip 7 a rendu ça possible plus tôt, mais j'ai toujours voulu le devenir un jour. J'espérais pas que ça arrive si vite. Not quite this soon. Quand tu as eu l'idée de Flip 7, comment ensuite tu as rencontré Hope Games ? That's a little bit of a long story, but c'est une histoire assez longue. En fait, j'ai d'abord rencontré David avant qu'il ne travaille pour Hope Games et il leur a montré Flip 7. Puis ce sont eux qui m'ont contacté pour éditer le jeu et c'est à peu près ça. About licensing the game, and yeah, that's about how it went. C'est une bonne manière d'expliquer ça rapidement. Tu as beaucoup raccourci. C'est une version très raccourcie de ce qui s'est passé. Et vous, Tony et David, quand vous avez joué au jeu pour la première fois, est-ce que vous avez vu tout son potentiel ? Quel était votre ressenti ? How was your feeling ? Well, Eric approached me with the game very early on, and I watched him evolve it through playtesting with his group of friends and family. Eh bien, Eric m'a montré le jeu très tôt et je l'ai vu évoluer au cours des mois de tests qu'il a effectués avec ses amis et sa famille. Et puis quand le jeu s'était rapproché de ce qu'il est maintenant, j'ai commencé à le proposer à un certain nombre d'éditeurs. Et la personne qui a vu le potentiel de ce jeu, c'était Tony, chez Hope Games. Le jeu qu'on leur a montré n'était pas exactement dans sa version actuelle, mais s'en rapprochait quand même assez. Et les quelques idées qu'ils ont rajoutées étaient bonnes parce qu'elles venaient d'un regard extérieur. Et c'est tout ça qui en a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Other ideas that they could apply to it that Eric and I couldn't see for ourselves. But when they came in and made the change, that's when I think the magic, it all kind of came together. Yeah. De ton point de vue à toi, Tony, quel était ton ressenti sur le jeu ? Well, in my position, I'm looking at hundreds and if not thousands of games and always looking for those next great games. And the simplicity and beauty of what David was presenting in Eric's game at the time called... De mon côté, je regarde des centaines, voire des milliers de jeux pour trouver le prochain grand jeu. C'est la simplicité et la beauté de ce que m'a présenté David. Un jeu qui s'appelait alors Flip, qui l'a rendu si approchable, appréciable même, et qui nous a fait remarquer qu'il était spécial. On s'est immédiatement mis à y jouer et rejouer avec 2 collègues. On devait alors essayer d'obtenir le feu vert pour commencer le procédé de publication. Mais on n'a pas réussi du premier coup, ce qui ne nous a pas empêché de continuer d'essayer. On a quand même dit à Eric qu'on ne pourrait pas le faire comme on avait obtenu l'autorisation par nos supérieurs, ce qui l'a poussé à suivre un autre chemin. Je le laisserai expliquer. Donc on a quand même continué à penser à ce jeu pour essayer de tout de même obtenir ce feu vert parce que ça nous tenait à cœur. Et je pense qu'on a réussi parce qu'au final, presque tout le monde au sein de la maison d'édition a réussi à voir dans ce jeu le potentiel qu'on avait remarqué initialement. Donc on est retourné voir Eric et on lui a dit qu'on aimerait vraiment l'éditer. Ce à quoi il a heureusement répondu oui. Et à partir de ce moment-là, on était tous les 3 en phase avec ce que le jeu est maintenant devenu. On n'a d'ailleurs pas arrêté de communiquer avec Eric au cours du process d'édition tellement on aimait ce jeu, afin de lui faire comprendre qu'on faisait tout pour améliorer le jeu, même si l'idée lui revenait. During that process, we never really stopped talking to Eric about what we were doing because we were so passionate about the game and we wanted him to know that we not only were committed to the game, but we were committed to wanting to help make the game better, even if it wasn't going to be for us.
comment toi O'Neill tu as travaillé sur la direction artistique du jeu, parce que finalement c'est assez dur parfois de donner une identité visuelle à un simple jeu de cartes avec des numéros. Je vais laisser O'Neill répondre, mais j'aimerais bien compléter un peu l'histoire, expliquer comment j'ai commencé à travailler chez Hope Games. Parce que quand j'ai présenté l'idée à Tony, je travaillais pour une autre société et je représentais Eric à travers celle-ci. Through that company, David was not at the op originally. Yes. And he had pitched the game to Tony before he was there. And the way the timing worked out, as Tony described. Oui, David ne travaillait pas encore chez Hope Games. Il leur a présenté le jeu avant d'y travailler. Pour ce qui est des timings, en fait, ils ont continué à me parler et à jouer au jeu alors que j'avais en parallèle commencé le procédé pour m'auto-éditer. C'était donc pas vraiment un acquis que j'accepte leur proposition d'édition finalement. J'étais déjà préparé mentalement à méditer seul quand ils sont venus me voir pour me dire qu'ils étaient finalement prêts à le faire, donc j'ai un peu hésité. Mais comme ils étaient toujours restés en contact avec moi et qu'ils m'avaient continuellement notifié des changements qu'ils avaient apportés, on avait une relation de confiance, ce qui m'a poussé à leur laisser les droits d'édition parce que je croyais en leur motivation pour ce jeu. Et pendant que tout ça se passait, and that's why I ended up not self-publishing and handing it to the op because I trusted what they were going to do with the game. And while all that was happening, ironically, I had left my previous job at GPI manufacturer. And I started a consulting agency, and I was doing that for just a couple weeks. J'avais quitté mon poste précédent chez GPI Manufacture et commencé une agence de consulting que je n'ai tenue que pendant quelques semaines, avant d'être contacté par Hope Games, qui m'ont informé qu'un poste allait se libérer. Et au final, c'était un peu comme un rêve qui se réalisait, parce que c'était exactement le poste que je recherchais. Et quand j'ai commencé à travailler chez Hope Games, par pure coïncidence, le premier jeu qui est arrivé sur mon bureau, c'était Flip 7. Bien sûr, je savais via Eric que le jeu allait être édité ici, mais pas que je serais une des personnes à s'en charger. Ça a donc été un des premiers jeux sur lesquels j'ai travaillé avec O'Neill. Il avait fait prendre au jeu une direction artistique un peu différente, qui était super, mais on s'est dit que le jeu avait besoin d'autre chose. Art direction that he was working on when I got there, and I think one of our first conversations was like, "This is great, this is beautiful, and I think we need to start over." Yeah, that is very much how it went, and there was a big exploration process and oui, c'est effectivement comme ça que ça s'est passé. Il y a eu tout un processus d'exploration avant d'arriver au rendu final que vous voyez aujourd'hui dans les illustrations. Mais ce qui a vraiment guidé toute la démarche créative, c'était notre volonté de donner au jeu un aspect familier, presque intemporel. Un jeu qui visuellement pourrait exister depuis toujours, alors qu'en réalité, il vient tout juste de sortir. Je pense qu'on a vraiment réussi à réunir tous les éléments esthétiques pour atteindre cet objectif. Et ensuite, on s'est assuré que rien de tout cela n'entrait en conflit avec l'expérience de jeu. Et au final, le résultat est vraiment réussi selon moi. None of that was conflicting with the gameplay experience, and it turned out really nice. I'd like to add one thing into that too, is the work O'Neill had done on the original design that David walked in on. J'aimerais ajouter quelque chose. Le fait que ce que O'Neill avait prévu à l'origine pour le design était vraiment splendide. C'était designé afin de ressembler à un deck de poker très haut de gamme. Et à ce moment, on n'avait eu aucune idée que The Gang s'apprêtait à être publié avec un design vraiment similaire. On est donc vraiment heureux que David ait décidé de procéder à un changement complet du design, parce que ça aurait été vraiment compliqué de le rivaliser, au moins visuellement, avec The Gang. Le temps qu'on a pris à réfléchir pour une autre direction artistique a donc vraiment été nécessaire, car il a permis au jeu de se démarquer et de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Not only helped the game be better, but helped its opportunity to become the great success that it's becoming, because it was so visually different as well as gameplay different. Et quand vous avez reçu l'annonce de la nomination au Spiel, j'imagine que ça a été un moment assez incroyable. Yeah, you have to ask that question, but you can imagine. Almost surreal. Oui, je me doute que tu devais poser cette question, mais tu dois bien t'en douter. C'était presque irréel. On parle ici du plus important prix du monde du jeu. On s'attendait donc pas à ce que ce petit jeu d'ambiance y soit nommé. To be nominated for the big award. Very surprising for me. Yeah, having been in the industry for so long, Tony and I think we didn't expect it because we know how hard it is for a card game to reach a critical mass and be celebrated.
That's part of the reason why the op was so hesitant to take a chance on a card game. Oui, ayant été dans l'industrie depuis longtemps, Tony et moi ne nous y attendions pas parce que c'est en général vraiment dur pour un petit jeu de cartes d'atteindre une grande audience et d'être récompensé. C'est en partie pourquoi Hope Games était hésitant à l'éditer, justement parce qu'il est difficile de trouver une place parmi les grands jeux de cartes. Je pense qu'on a commencé à réaliser qu'il était si spécial lorsqu'on le testait avec des personnes et qu'ils en prenaient tous note. Ils disaient que c'était un bon jeu et qu'ils l'achèteraient à sa sortie. À un moment, je me rappelle m'être penché vers Tony et lui avoir dit qu'on avait peut-être une chance de décrocher un Spiel ou un autre prix. Et quand on a finalement été nommé, c'était, comme l'a dit Eric, presque irréel. We might have a shot here at like something big, like a Spiel, Dejar Award. And when the nomination actually came in, that was, like Eric said, it was totally surreal. Like, how did we get here? Like, it was a long journey, but it's super special and totally surreal, like Eric said. Yeah. Yeah, it's, living abroad in the States, we tune in online to watch the nomination process. And because there are so many games launched every year, you never really know. Quand on vit aux US, on regarde les nominations sur Internet et on n'est jamais vraiment sûr de quel jeu va être nommé. Surtout quand on se rend compte du nombre de jeux qui sont publiés et qu'ils essaient chaque année. C'était dans chacune de nos maisons une effusion de cris de joie. C'était, comme l'a dit Eric, presque irréel. Literal, not laughing out loud, but screaming out loud in surprise, shock, and joy. Yeah. And as Eric said, also very surreal. Yeah. The company's Slack channel was just blowing up with everything. Oui, le groupe Slack de la compagnie était rempli de messages de réaction à cette nomination. Et comme on ne sait jamais si ça arrivera plus d'une fois, on savoure vraiment ce moment. Comme tu l'as dit, en fait, c'est vrai que les jeux de cartes, on a toujours l'impression que c'est presque trop simple pour avoir un prix. C'est très universel, c'est très épuré. Les pouvoirs sont... Il n'y a pas trop de pouvoirs, il y a quelques pouvoirs, mais qui sont forts. So, for such a simple game, if you just sit down and play the game for the first time and you think, oh, this is, anybody... Like, this is a simple game. C'est un jeu si simple à comprendre qu'on pourrait ne pas croire qu'il a mis des années avant d'être développé entièrement. J'ai travaillé sur le design initial pendant plus d'une année avec mes amis et ma famille, puis c'est l'éditeur qui s'en est chargé pendant des mois et des mois pour en faire un jeu encore meilleur, pour créer un style unique. Ça a duré plusieurs années en tout pour arriver où on en est maintenant. And then added the artwork. It was a couple years to get it to the game that everybody sees now. But at its core, it is this streamlined, simple, approachable product that you really do not need to explain a rule set to anybody. You can just ask if you want to play a game or even just... Mais au cœur du jeu, on retrouve toujours ce jeu si simple à expliquer qu'il n'a pas forcément besoin d'explication. On a juste à demander « Hey, tu voudrais pas faire une partie ?» Commencer à distribuer les cartes tout en expliquant le principe de base. Et je suis d'accord avec David quand il dit qu'au cours de la période de test, on voyait énormément de personnes en dehors de notre petit groupe, même d'autres auteurs de jeux, de se demander pourquoi ils n'avaient pas pensé à ça. Et même être ici et entendre d'autres expériences par d'autres personnes qu'on vient de rencontrer, qui nous racontent comment ce jeu a impacté leur vie, la joie qu'il leur a apportée a contribué à nous faire comprendre que ça a pris des proportions encore plus grandes que ce qu'on avait remarqué au départ. And the incredible experience that the game has provided at the table is us all understanding that special sauce that it had originally, but it's exponentially grown much bigger than I think we truly understood that it actually had. That's also the nicest thing for me that I wasn't expecting. As we talked about earlier, it was just my second game. Yes. So I wasn't thinking... Oui, c'est aussi une des super choses auxquelles je ne m'attendais pas. Comme je l'ai déjà mentionné, c'était mon deuxième jeu seulement, et je ne prévoyais pas d'entendre des personnes un jour me parler de ce qu'un de mes jeux leur avait apporté. Et c'est pourtant ce qui se passe. C'est parfois des histoires de fêtes du genre, je l'ai emmené chez ce groupe de potes, chez des amis, à une fête, avec des inconnus même, et ils étaient tous en train de s'éclater. Et parfois ce sont des histoires encore plus touchantes, comme celle d'une personne qui a joué avec sa grand-mère paralysée du bas du corps, mais qui a quand même pu passer un bon moment avec elle. C'est pour moi la meilleure partie du succès de ce jeu, et aussi la plus inattendue. I wasn't thinking about, and it's one of the most amazing parts of this entire journey for me is hearing all these stories start to come in. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter? Yeah, I'd actually like to shout out O'Neill a little bit more here because our success in the U.S., I think, has a lot to do with the marketing campaign that went behind it.
Oui, j'aimerais bien remercier encore une fois O'Neill parce que notre succès aux US est en grande partie dû à la campagne marketing et au groupe marketing mené par Brian Greenwald avec Ray sur les réseaux sociaux et Andrew en coulisses. C'est une équipe fantastique qui a particulièrement bien géré cette campagne marketing assez spéciale dans laquelle on a distribué beaucoup de jeux gratuitement pour faire ressentir aux gens la magie qu'on a ressentie lors des premiers tests. Tout ça nous a conduit à devoir designer plusieurs boîtes parce qu'il fallait une version promotionnelle et que la boîte originale était plus grosse et qu'on a ensuite dû en créer une autre pour la deuxième édition internationale. C'est pour ça que je tiens particulièrement à remercier O'Neill pour le travail qu'il a fourni parce que ce projet semblait vraiment interminable. When he finished the Flip 7 art job, we joked that it was like the never-ending project because after he'd finished one version, we'd have him make another version and another version and another version. So I just want to make sure that he gets the proper call out and credit for that he deserves for all the work that he put into that. A lot of work went into what you see today. And I do want to mention the moment that... Beaucoup de travail a été fourni pour atteindre ce qu'on a aujourd'hui. Et j'aimerais parler du moment où on a présenté le design pour la première fois à Eric. J'étais super nerveux. Mais sa réaction positive à la boîte test qu'on lui a présentée m'a tellement soulagé. Toutes les parties qu'il appréciait dans ce design étaient aussi les parties que j'aimais particulièrement. Ce qui a déjà fait de ce moment une réussite incroyable pour moi parce que j'avais fait mon travail correctement. And to me, it was a huge success already that I had done my job well. And then partner that with this beautiful glimmer rainbow paper in production. Yes. Et quand on associe ça à ce superbe papier arc-en-ciel à reflets utilisé en production, non seulement le design de O'Neill est remarquable, mais le choix du papier le sublime vraiment. Il lui donne à la fois un aspect classique et nouveau, qui parle aux gens. Et David s'est assuré que chaque édition soit bien imprimée sur ce papier-là, parce que c'est un élément clé du rendu visuel et de l'identité du jeu. And so it ties directly back into that design that O'Neill did because it's a crucial element of its look and feel. Yeah, so I guess the theme here is that... Oui, ce qui ressort finalement, c'est le nombre d'éléments qui se sont réunis pour en arriver jusqu'ici. On en est tous conscients. Tout a commencé par une idée brillante d'une personne exceptionnelle qu'on a par ailleurs la chance de pouvoir considérer autant comme un partenaire que comme un ami. Et on ressent énormément de gratitude d'être ici, nommé pour le Spiel, à tel point que même si on perd, on aura quand même l'impression d'avoir gagné. Okay. We feel like we won, you know. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Thank you. Thank you. Et bien maintenant nous sommes en compagnie de Wolfgang Warsch. Alors j'ai envie de dire un peu comme l'année dernière, parce que Wolfgang, tu es dans la sélection du Spiel pour un jeu enfant qui s'appelle Top 10 Torteux. Yeah, that's true. We met again. Oui, effectivement, on se retrouve encore une fois à Berlin. Peut-être avec plus de chance cette année. Let's see. Tu as encore fait le jeu aussi avec Schmitt. On a vraiment le sentiment aussi que tu aimes travailler avec les mêmes éditeurs. C'est important pour toi d'avoir cette relation de confiance plutôt que d'essayer de travailler avec beaucoup d'éditeurs. Yes, absolutely. I mean, if you know a publisher already, it makes things way more easy. If you know. Oui, absolument. Si on connaît déjà l'éditeur, si on sait qu'on peut lui faire confiance, ça rend tout le procédé d'édition bien plus simple et transparent. Je sais ce dont ils ont besoin et inversement. Ce qui rend l'échange plus court et sans problème. En revanche, quand je m'adresse à un autre éditeur, ça prend environ 1 à 2 mois avant qu'on se comprenne correctement. And especially with my kids' games, I always have been working with the same editor, Maike Wilken. En plus, pour mes jeux enfants, je travaille toujours avec la même personne, chez Schmitt, Maike Wilken. C'est toujours super de travailler avec elle. I always enjoyed it and always looking forward to have the next kids' game in collaboration with Schmitt Spiel and with her. Tu leur présentes les jeux toujours en priorité? Tu veux dire en termes de maison d'édition? Yes. So normally I have I would say, usual companies that are normally show to. So for en temps normal, j'ai mes contacts habituels, donc pour le marché américain, CMYK Games, et pour le marché allemand, les Eurogames, et les jeux enfants, c'est plutôt Schmitt Spiele que j'approche en premier. Il y a toujours des exceptions, et j'ai certains jeux chez d'autres éditeurs, mais il y a toujours une raison derrière ça, parce que le jeu ne convenait pas à CMYK, par exemple. CMYK Games Schmitt Spiele are most of the time the first company I approach. With exceptions. Ok, on va maintenant parler plus de Top 10 Torteux. C'est à nouveau un jeu d'estimation. Yeah, that's true. I don't do this on purpose. I rather realize this afterwards. That's again an estimation game.
So I think it's now kind of my fourth game that uses this kind of thing. The first one was Shadow Master. I think it never... Oui, c'est vrai. Je ne le fais jamais exprès. Je me rends toujours compte après, et je crois que c'est mon 4e jeu qui se sert de cette mécanique. Le premier était Shadow Master, qui n'est jamais sorti en France, je crois, où on doit deviner la forme d'ombre. Puis il y a eu Illusion, où on devait estimer le pourcentage de couleurs sur une carte. Et puis l'année dernière, il y a eu ce jeu enfant, le Trésor des Kobolds, où on devait estimer la taille de gemmes. Et enfin, cette année, on doit estimer où certaines zones sont placées sur une carte pour la faire correspondre à une autre carte le mieux possible. Une des raisons derrière cette mécanique récurrente, c'est que les adultes n'ont en général pas un énorme avantage par rapport aux enfants à partir d'un certain âge. J'ai réalisé ça en jouant à Illusion avec mes enfants quand ils avaient 5 et 6 ans, et qu'ils se débrouillaient aussi bien que moi. C'est plus amusant quand les parents peuvent jouer sans avoir à s'abaisser au niveau de leurs enfants, parce que cela leur permet de s'amuser et d'être fiers de leurs enfants lorsqu'ils se sont fait battre à plate couture sans se retenir. Can be proud of the kids when they got beaten by their own kids without having to hold themselves back. Ok, et tu as beaucoup joué aux jeux avec tes enfants. Est-ce que tu les considères comme c'est jouer avec eux, quand tu joues avec eux à tes protos, c'est comme si tu jouais avec tes playtesters ou ça reste quand même du jeu en famille avec tes enfants? I don't know how often they realize that they are actually now playing a prototype of mine. Je ne sais pas s'ils réalisent vraiment qu'ils sont en train de jouer à un prototype. En général, je n'en teste pas énormément avec eux parce que je n'ai fait que des 4 prototypes de jeux pour enfants et qu'ils ont tous été publiés. J'en teste à peu près un par an avec eux et en général, ils sont toujours impatients d'y jouer. Parce que 1 an s'est passé depuis la dernière fois que papa leur a fait tester un de ces jeux. Je pense qu'ils réalisent que c'est un prototype, mais j'espère qu'au bout d'1 ou 2 parties, il deviendra surtout un jeu auquel ils apprécient jouer. Car si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème avec le jeu. Il ne faut pas qu'ils veuillent y jouer parce que c'est un jeu de leur père, mais parce qu'ils aiment y jouer. Play it because they like playing the game and not because it's my prototype. Ok. Et donc ce soir, ce sera la cérémonie. Là, tu vas partir pour la répétition. Tu as gagné, on l'avait dit, avec les charlatans de Belcastel. Donc tu as déjà eu le feeling. L'année dernière, tu étais là, tu n'avais pas remporté pour ton jeu enfant. Tu as les deux feelings. Donc est-ce que tu te sens prêt ou tu es toujours stressé? I don't feel too confident actually. So that's now like my 4th kids nomination, and with the first 3 nominations I didn't win. Je ne suis pas très confiant à vrai dire. C'est ma 4e nomination pour un jeu enfant sans aucune victoire. Les 2 compétiteurs sont de très bons jeux enfants que j'ai à la maison et que mes enfants apprécient beaucoup. C'est jamais bon signe. Pour moi, chaque jeu a vraiment la même chance de gagner, sincèrement. It's never a good sign. So I would say, if I would have to guess, I really see this now like an equal chance for all 3 games. Seriously. Yeah. Ok. Et tu travailles encore sur des jeux enfants pour le futur? Je sais que tu ne fais pas beaucoup de prototypes, tu n'as pas énormément de prototypes en cours, c'est ce que tu m'avais dit. Yes, that's true. So I have another kids game. This will take probably a year, a bit longer till it will come out since the material is a bit more complicated. C'est vrai, j'ai un autre jeu enfant en cours qui prendra environ 1 an pour sortir. Cette fois, le matériel est un peu plus compliqué. Alors Schmidt prend son temps pour le faire correctement. J'ai 2 prototypes sur lesquels je travaille activement, dont aucun n'est un jeu enfant. C'est possible qu'il y en ait un autre dans le futur, mais pour le moment, je viens d'en finir avec un. Donc on verra bien si j'en fais un autre. Ça dépend aussi de mes enfants. Ils ont 7 et 10 ans maintenant. Et s'ils apprécient toujours autant de tester des jeux pour enfants avec moi, je continuerai sans doute. Mais si ça ne leur plaît pas trop, je m'orienterai vers des jeux familiaux ou pourquoi pas des jeux initiés. As long as they still enjoy testing kids games with me, I'm happy to go on making kids games. Otherwise, I will probably more focus on family game and maybe Kennerspiel one day again. Ok. Pour le prochain SN aussi, tu as d'autres jeux qui vont être présentés? Only one game. I think I can spoil it right here. It's nothing. I wouldn't say nothing special. For me, it's something very special because it's my favorite kids games that I made. Is the junior version, the kids. Seulement un jeu. Je pense pouvoir l'annoncer ici car ce n'est rien de spécial. Enfin si, c'est spécial pour moi parce que c'est le jeu pour enfants que j'ai fait que je préfère. C'est la 2e version de Très Futé Kids. C'est tout pour l'instant. J'ai 2 prototypes terminés pour lesquels l'éditeur travaille. En général, je suis content d'avoir 1 ou 2 nouveaux jeux par an. Just wait to get published and 2 other ones. So as I mentioned, most of the time I only have I'm happy if I have 1 new original game a year or 2 games. So I'm happy with that. Merci beaucoup Wolfgang pour ton temps, ta disponibilité. Bonne chance pour ça. Thanks a lot. It was a pleasure meeting you again, and till next time. Let's see when and where. Yes. Good.
Alors on continue ces interviews à Berlin pour le Spiel. On est actuellement en compagnie de l'équipe de Cocktail Games. On est avec Sarah. Salut Sarah. Bonjour. Nous avons également la chance d'être avec l'auteur de Bomb Buster, Hisashi Hayashi. Enchanté Hisashi. Bonjour. Et forcément, on va tricher un peu. On va voir quelqu'un que vous connaissez bien qui va nous aider pour la traduction. C'est Iso. Salut Iso. Salut. Bon, tu es là pour 3 jours. Tu as fait les allers-retours. C'est ça. J'ai passé plus de temps dans l'avion qu'à Berlin en fait. Donc on l'a dit, Bomb Buster, c'est un jeu qui est dans la sélection pour le Spiel des Jahres, dans la sélection Rennes. Est-ce que le jeu, ça représente au Japon le prix représente la même chose au Japon que pour nous en Europe, pour les auteurs japonais? 日本では多分すごく有名な賞です。一番有名な賞だと思います。世界で。はい。Au Japon, c'est le prix du jeu de société le plus connu dans le monde pour le public japonais, les joueurs et joueuses japonaises. Okay. J'ai compris que Bomb Buster, c'était un jeu qui avait eu une première édition qui s'appelait Bomb Squad, si je ne me trompe pas. Ah, ça, oui, c'est ça, oui. Et en fait, c'est la version que nous on connaît, c'est justement, c'est pour c'est pour la version française en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ajustements ou est-ce que vraiment le jeu a évolué par rapport à la première version? Ou c'est assez similaire? ボムスカットの時は私が、家庭で作ったゲームだったので、一応必要最低限の機能はあったんですけども、結構メモリーしなきゃいけない、記憶しなきゃいけない要素があって、それを助けるお助けの要素がすごくボムバスターズの方では増えてました。En fait, dans la version originale, il y avait une partie mémoire qui était vraiment très très importante dans le jeu. Et une des choses qui a été développée, c'est la partie outils qui allait aider aussi à aller plus vers de la déduction que juste de la mémoire autour pour atteindre la victoire en fait. もう一個あります。で、あと人数ごとのプレイのディベロップメントが素晴らしかったですね。Et il y a l'autre point, et ça c'est un point qu'il a souligné plusieurs fois parce que c'est un point qui est vraiment important pour lui, c'est que tout ce qui a été équilibrage et développement autour du nombre de joueurs dans le jeu qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Bomb Busters, c'est quelque chose qui l'a beaucoup impressionné en fait. C'est un il en parle régulièrement, il en a parlé hier aussi. En termes d'histoire du jeu, je pense que c'est toi, Iso, qui avait. Comment ça se passe? Tu as joué à Bomb Squad et tu as proposé de le montrer à l'éditeur français? Ou c'est Hisashi, par exemple, qui va te directement. C'est toi qui lui demande de montrer les jeux à des éditeurs français? Ou bien c'est Cocktail Games qui demande à Iso de lui faire des propositions? En fait, pour comprendre un peu comment ça marche. En fait, le jeu est sorti pendant l'édition du Game Market de la Covid-19. Ok. Donc qui était une édition un peu particulière parce qu'elle était uniquement en ligne, il n'y avait pas d'édition physique du Game Market. Et donc Arclight, qui est donc l'organisateur du Game Market, je l'ai déjà dit plusieurs fois, a eu la bonne idée de proposer en fait un Game Market en ligne où les gens pouvaient acheter les jeux directement sur le site au moment de l'ouverture du salon, telle qu'elle aurait dû avoir lieu si elle avait été en physique. Et j'ai trouvé le jeu et j'y ai joué. Et j'avoue que c'est pas un jeu qu'on aurait imaginé spontanément proposer à Cocktail Games, mais je sais pas pourquoi, c'est les premiers auxquels j'ai pensé et je leur ai envoyé le jeu et on a été tout de suite emballés. Voilà. On était en confinement, mais on est tous revenus au bureau pour au boulot ou au bureau pour le tester et on est rentré chez nous. On avait tous cette envie d'y rejouer et donc ça s'est fait aussi un peu instantanément, effectivement. C'est ce qui est rare chez nous. Oui, ce qui est assez rare. D'accord. Mais il y avait un coup de cœur de toute l'équipe. Et on s'était dit, si ça avait été un peu plus dur, je pense qu'on l'aurait laissé passer pour quelqu'un d'autre. Mais là, il y avait à la fois, on se sentait légitime par rapport à l'île interdite à Nabi, où c'est des jeux coopératifs de déduction. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas? Bon, ça sera pas totalement à côté. Et il a une telle envie de développer le jeu que... Et donc, et après le développement, ça a duré. Comment ça se passe? Vous faites des propositions à l'auteur, ou bien vous lui demandez juste une validation? Est-ce que c'est un échange? Vous lui demandez de retravailler sur certaines choses? Comment ça se passe le travail? Et pour toi, travailler avec un éditeur français, comment c'est aussi? Est-ce que c'est différent? Parce que comme il y a beaucoup aussi d'auto-édition au Japon, ça doit être un peu différent. Alors je peux répondre et je demanderai aussi après à Hisashi, mais
En fait, ce qu'il y a régulièrement chez les auteurs japonais, les auteurs-autrices, c'est qu'une fois que le jeu est signé, ils ont tendance à s'en éloigner et à passer au jeu suivant. Et c'est vrai qu'ils sont assez ouverts sur les changements de thème, sur le développement, sur même les changements de titre, évidemment, etc. C'est assez rare de tomber sur des auteurs-autrices qui sont vraiment bloqués par des choses comme ça. À part Sashi par exemple qui est beaucoup plus pointilleux, mais donc il a donné assez toute liberté en fait à Cocktail Games, et ensuite il a validé les propositions qui étaient faites. Ouais, en fait il a vraiment fait confiance à l'équipe de Cocktail. Et on te remercie. Pardon. Et est-ce que tu as été surpris, heureux de la version finale en fait aujourd'hui, quand il revoit il a l'impression vraiment de voir l'évolution du jeu. Est-ce qu'il a toujours le même plaisir sur son jeu en fait ou... すごく遊びやすくなってましたね。はい。この間妻と2人プレイでずっと遊んでたんですけれども、妻はボードゲーム苦手なんですが、すごく楽しく遊んでたんで。En fait, il a dit que le jeu était désormais beaucoup plus facile à jouer, beaucoup plus abordable par un public plus large. Et une chose qui est assez rare, parce qu'il joue assez peu avec son épouse qui n'aime pas jouer avec lui parce qu'elle perd souvent. Mais là, comme c'est un jeu coopératif, ils ont joué ensemble, ils ont joué à deux, et ils ont tous les deux vraiment beaucoup apprécié cette expérience, quoi. Ouais. Et vous, sur le développement, combien d'années de temps de développement Il a été assez long, mais... 17 ans, je pense. C'est ça, au moins. Non, il y a eu plusieurs... En fait, comme on travaille aussi plusieurs jeux en parallèle, il y a eu Trio qui s'est intégré entre-temps. Donc... Il a mis au moins 2 ans à être développé. On voulait effectivement le faire entre 2 et 5 joueurs. On voulait aussi passer du temps sur effectivement le développement de tout, si c'était possible d'y jouer à ce nombre de joueurs-là. Et il y avait déjà pas mal de missions, les missions de base, tous les petits éléments, les fils jaunes, les fils rouges, etc. Et on s'est dit, il y a un tel potentiel à la fois tout public et à la fois joueurs confirmés. On va essayer de voir si ça prend, si la sauce prend, et avec les tests qui étaient un peu longs, effectivement, notamment en sortie de Covid-19, on a pris le temps qu'il fallait, je pense. Et il y a eu aussi, il était prêt 6 mois avant la sortie en France, mais on voulait attendre une sortie internationale. Et j'ose espérer qu'on a bien fait avec l'Allemagne aujourd'hui. Donc voilà. Et vous attendiez respectivement à un tel succès, et notamment en Allemagne, parce que pour avoir un peu suivi les discussions avant la sélection du Spiel, c'est un jeu qui revenait quand même régulièrement. Je vais répondre en 2 parties. Pour le succès en Allemagne, en tout cas Pegasus avait été intéressé tôt aussi dans le développement, et heureusement on l'a eu juste avant. Merci. Mais pour le succès du jeu, on n'est jamais certain. Nous, personnellement, on appréciait vraiment beaucoup le jeu et on espérait ce succès. Après, on n'est jamais sûr. Il y a tellement de jeux sur le marché qui sortent, ils sont différents, qui percent, qui ne percent pas alors qu'ils le devraient. On ne peut pas savoir. Il n'a jamais imaginé que le jeu aurait autant de succès en Allemagne, ni en France aussi. C'est une grosse surprise pour lui. Et donc aujourd'hui, d'être à Berlin, on est un peu avant la cérémonie. J'imagine que vous êtes il y a un peu de stress, mais aussi, mais malgré tout, vous arrivez à apprécier le moment, en fait. Oui. Là, oui, c'est que du plaisir. Après, le stress et la pression, ça va monter un peu plus après. Vous ressortez de la répétition, peut-être. On a fait de la communication pour l'instant dans les rues de Berlin, ça va. Et après, moi, il y a eu la petite expérience avant de Top 10, donc peut-être que ça va me refroidir un petit peu. Je suis préparée. Plus que la dernière fois, on va dire. Mais non, on espère, on croise les doigts. Mais j'imagine que ça reste quand même un plaisir d'être présent ici, en fait. Bien sûr. De faire partie de la liste des 3 meilleurs... Ça, c'est que du plaisir, et de pouvoir aussi rencontrer, mine de rien, tous les acteurs du jeu, parce qu'il y a l'illustrateur aussi qui est avec nous à Berlin, donc illustrateur, auteur. Oui, c'est aussi peut-être l'occasion pour la première fois de se retrouver tous ensemble et de partager la bonne nouvelle, parce que la nomination ou si possible plus, ça reste que du plaisir. Là, il y a la pression qui commence à monter. En fait, déjà, il m'avait déjà confié que juste après la nomination, ça a été une joie incroyable parce que c'était un de ses rêves d'enfant,
un de ses rêves quand il a découvert le jeu de société, et notamment le jeu allemand, parce que les Japonais commencent souvent par là. Cette notion d'être un jour nommé au Spiel, c'était un rêve qu'il croyait inaccessible, il a été nommé. Maintenant, c'est vrai que là, depuis quelques jours, ça devient un peu plus tendu, quoi. Et là, on sort de la répétition, et c'est vrai que la répétition, déjà, c'est autre chose que juste s'imaginer et de se projeter dans ce qui va se passer, quoi. Ouais. Et en regardant aussi un peu tous les jeux que tu as créés, je trouve qu'il y a pas, il y a des jeux assez différents, et il n'y a pas 50 jeux à communication limitée. Aussi, qu'est-ce qui t'avait donné l'envie à ce moment-là de faire ce jeu-là? Parce que il y a des jeux assez variés, en fait, je trouve, en termes de mécanique. C'est pas comme si on avait il y a des gens, on sait qu'il y a des auteurs qui aiment réutiliser les mêmes, qui vont faire plusieurs itérations sur la même chose. Là, je trouve que dans la ludographie, c'est plus varié. En tout cas, il y a plus de d'exploration différentes. Et la question, c'est qu'est-ce qui a motivé, en fait, qu'est-ce qui a été l'inspiration pour la communication limitée? Est-ce qu'il y a un jeu en particulier ou une idée? Qu'est-ce qui a été un peu son... 今回、ボンバスターそうです。もともと教育ゲームで大きな問題があって、コマンダー問題、奉行問題があって、できればそれを回避したいと、もう一個あって戦犯問題っていうのがあって、戦犯問題、あなたが失敗したか負けたっていう、それを防ぎたくて、みんなが均等に情報を持っているゲームだったらみんな均等に協力できるかなと思って、それで作りました。En fait, la raison pour laquelle il a créé Bombbuster, c'est qu'il voulait essayer de résoudre deux problèmes qu'on trouve souvent dans les jeux coopératifs. Le premier, c'est l'effet leader, qui est souvent soulevé comme étant un problème et qui donne parfois pas envie de jouer à des jeux coopératifs. Et le deuxième, c'était la notion d'arbitrage. Si on a perdu, c'est à cause de toi, si on a gagné, c'est à cause de toi. Alors que là, dans Bombbuster, en fait, finalement, tout le monde a les mêmes informations et la responsabilité, elle est partagée. Et il y a une défaite qui est une défaite commune et pas une défaite due à une ou deux personnes dans l'équipe, quoi. Et c'était les deux idées qu'il avait en tête pour essayer de créer ce jeu coopératif. Ouais, donc tu pars vraiment de la mécanique que tu as envie d'explorer, et c'était pas l'idée, c'était pas forcément de jouer à un jeu où on allait être des mineurs, en fait. Alors justement, le thème s'est imposé assez rapidement, en fait. On a discuté de ça ce midi avec le partenaire Pegasus Spiel. C'est que en fait, il a posé la même question et il a expliqué que quand il a joué les premières parties à deux, il s'est rendu compte que la tension que le jeu créait, ce serait parfait pour adapter ça à un thème d'une équipe de déminage qui est face à une bombe et qui est sous pression et qui doit vraiment communiquer pour arriver à la déminer, cette bombe, parce que sinon... Ce qui n'est pas forcément un thème si évident avec lequel travailler, parce que on a depuis plus d'une vingtaine d'années tout ce qui est trait à la bombe, au terrorisme, c'est des sujets qui peuvent être compliqués. Je sais pas du tout comment c'est vu au Japon, mais je sais que je crois que c'est Time Bomb qui avait été aussi un peu rethématisé pour le placer. La version originale de Time Bomb, c'était vraiment des terroristes et des antiterroristes, quoi. C'était très premier degré. Au Japon, c'est perçu, mais c'est vrai que nous en Europe, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas. C'est pas un thème avec lequel on est super à l'aise. そうですね。よく刑事ドラマで、刑事がその赤と青のコードをどっちかを切るみたいなのよく出てくるんですけど、そういうのでみんなどっちかというとドラマとかで。Fiction no sekai ni komaru ne. En fait, au Japon, il expliquait qu'il parlait des séries télévisées policières ou avec des détectives. Et on voit souvent, et d'ailleurs dans les séries américaines, dans plein de séries on voit ça, mais d'un seul coup tu as un enquêteur, une enquêtrice qui se retrouve face à une bombe, il y a un fil rouge, un fil bleu, il faut en couper un, quoi. Et en fait pour les Japonais ça reste du domaine de la fiction, donc il n'y a pas vraiment la résonance qu'on peut nous avoir personnelle ou interpersonnelle qu'on peut avoir ici. Et j'imagine que pour l'après, vous, ce thème-là, c'est aussi peut-être les illustrations vont aussi pour adoucir un peu ce côté-là. On s'est reposé la question du thème, mais effectivement, très rapidement, on s'est dit c'est le niveau de pression, il est là, donc il faut le garder. Mais le côté cartoonesque a été rajouté très rapidement. On a fait appel à Dom 2D justement pour le côté dédramatisation du thème et de pas mettre des humains derrière, des petits animaux. Tout de suite, la couleur. Il doit faire quelque chose de plus léger qui enlève tout le côté trop réaliste qu'on aurait. Mais on apprécie quand même, je pense, jouer avec une bombe. Et nous, en tout cas, dans la communication, les jeux de mots, tout ça, ça reste très bien. Et c'était pas un sujet que de l'enlever ou de le changer, en fait. On s'est posé la question tout de même. Et après, en assumant ce côté-là, cartoon, c'était bon. Ok. Ça s'est vu en test. C'était bon. Je sais pas s'il y a autre chose que vous voulez ajouter avant qu'on. なんか追加したい話はあります？ボムダさんこれからですか？お話として。
そうですね。まあぜひ皆さんにボンバスターで遊んでいただければ。Oui, il demande... enfin, il serait très heureux que les gens puissent profiter de l'expérience de Bomb Busters et il invite les gens à y jouer s'ils n'y ont pas encore joué, quoi, évidemment. Et oui. Bah oui, bien sûr. Parfait, quoi. Bon, on croise les doigts pour ce soir. Bah, alors, merci. Et tout. Merci beaucoup. Et puis, voilà, on se reverra après la cérémonie de toute façon. Merci encore en tout cas d'avoir pris le temps. Merci beaucoup pour m'avoir invité. À bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt. Nous sommes toujours à Berlin, on continue les interviews avec les auteurs ou éditeurs, mais principalement les auteurs qui sont dans les shortlists, la shortlist du... Et là on va parler du Kennerspiel, on va parler de Loot ou Neuland et on est en compagnie de Charles Chevalier et Laurent Escoffier. Bonjour. 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 Loot Neuland, ça vous allait comme trad en allemand ou vous avez découvert la traduction Alors en fait, on en a parlé hier avec le président de jury qui nous interpellait là-dessus. Oui, il y a un léger glissement, on va dire, sémantique. À Loot, on est sur des Vikings qui viennent pour faire un butin, pour ramasser des ressources. C'est vrai que Neuland, on est plus sur, on a parlé de colonisation. Alors évidemment, c'est pas l'idée principale. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un territoire qui n'existe pas, qui n'a pas de nom. C'est Catane, j'ai envie de dire. Voilà, donc bon, je pense pas que ça gêne qui que ce soit. Mais... Dans Loot, il y avait le fait d'avoir plusieurs hauts. Je me dis qu'il y avait aussi une petite pointe comique. En fait, on mettait un peu d'humour aussi. Oui, parce qu'on n'est pas du tout dans un jeu de simulation historique du tout. Donc assez vite, on a voulu écarter toute référence trop précise au monde des Vikings et on voulait pas un nom qui fasse, un nom de chef Viking ou alors quelque chose de très historique, quoi. Donc, Alors, vous aviez déjà travaillé ensemble pour Cap Color et Combo Color. Et comment est née l'idée de Loot alors ? Eh ben, c'est une histoire qui a justement, c'est un peu une filiation entre Cap Color, Combo Color et Loot justement. C'est Charles qui un beau jour il a observé la mode des coloriages pour adultes qui sévissait à l'époque. Est venu me voir en me disant mais t'as vu tous ces adultes qui colorient des grands trucs et si on mettait un peu des règles là-dedans pour restresser tous ces gens qui sont en train de gagner en sérénité en coloriant comme ça. Et du coup l'idée est partie de là. Il y a eu donc toute une époque de jeux de coloriage. Ouais. Puis après c'est encore Charles, je crois, qui un jour m'a dit dis donc, mais tu sais que si plutôt que de colorier une case, on posait un meeple sur une case, et ben ça marche, c'est pareil dans le fond. Ce qui était vrai et qui en plus amenait le jeu ailleurs un peu. Et voilà, de fil en aiguille, on est arrivé à Loot. On est passé du papier à la boîte avec Combo Color, qui était du jeu de coloriage aussi, mais en boîte. Ça c'est plus pour des raisons commerciales, parce qu'on avait remarqué que malheureusement les jeux papier se vendaient pas en boutique, les ludicaires n'avaient pas d'espace. Je crois que maintenant ça a un peu changé, mais ils n'avaient pas du tout d'espace pour des jeux de cette forme-là. Ils étaient formatés pour vendre des boîtes, c'est pas des revues. Les clients pensaient que c'était gratuit et servait en passant. Enfin voilà, il y avait des problèmes. Et du coup, donc après il y a eu une vraie boîte et puis très vite après on a commencé à réfléchir à mettre des meeples et à plus du tout garder le même squelette en fait. Ouais. Parce qu'en fait il y a l'idée d'avancer, progression, il y a quand même cette idée, il y avait cette idée dans le coloriage d'avancer, de progression dans ce qu'on allait colorier, et comme là dans le Loot on va utiliser ce qu'on a déjà fait pour continuer notre avancée, notre progression. Ouais. On progresse par ta case qui se touche et on récolte ce qu'il y a sur les cases. C'est l'idée de fond, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est un jeu, on appelait ça un jeu de proximité. L'idée de base c'était Astérix et Obélix quand ils attaquent le camp romain avec Obélix qui freine tout le monde en disant non il est à moi, laissez-les-moi. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que le fait de devoir jouer à côté d'un autre Viking, ça nous permet effectivement nous d'avoir un choix limité et en même temps d'ouvrir le choix à d'autres. Et donc c'est vrai que la méca de base elle est là. Après c'est vrai que le passage au meeple a permis l'arrivée du Fjord, c'est-à-dire du puzzle game stratégique. Alors que l'autre jeu, le centre, était plutôt tactique, opportuniste. Et là ensuite, c'est Gigamic qui a édité le jeu. Vous l'avez proposé, proposé à plusieurs éditeurs ou quels ont été les retours ? En fait, oui, on l'a proposé à plusieurs éditeurs. Il y a une phase de travail avec Days, une longue phase de travail de plusieurs années sur un projet assez différent. Qu'ils ont décidé de pas le faire, et après on est reparti sur cette base là où c'est là que ce qui est devenu les Fjords
sont arrivés. Et qu'on a commencé à développer avec Gigamic. Oui. Et donc là-bas, aujourd'hui, vous êtes dans la sélection donc pour le Kenner. Vous y attendiez, vous aviez un peu suivi, parce qu'on peut suivre, comme les membres du jury du Spiel, on le disait, sont plutôt des blogueurs ou des journalistes, on peut suivre un peu leurs avis au fil de l'année. Vous aviez un petit peu suivi ou pas du tout? Oui, moi j'avais suivi parce que pour plusieurs raisons. Premièrement parce que on avait un espion dans la soirée l'année dernière qui nous a envoyé une photo en disant il joue à votre jeu. Donc le jeu venait de sortir en France et en fait il jouait à notre jeu, donc les membres du jury de l'année dernière. Et donc c'est vrai qu'on se dit tiens, au moins ils savent qu'on existe, voilà. Et en fait 2 ou 3 fois dans l'année il y a eu des reviews sur Loot avec du vrai questionnement, c'est-à-dire qu'on voit quand même que les gens sur justement la question de la thématique, sur est-ce qu'on peut mettre en avant un jeu, est-ce qu'on parle d'invasion de l'achat, etc. Ça, ouais. Et ils ont bien compris que c'était comique, c'était vu la couverture, etc. Et donc là, on s'est dit, quand même, ça fait 2-3 fois que ça revient sur le tapis. On a compris qu'on était dans une espèce de shortlist. Mais on n'était pas seul. On a vu passer Far Away, on a vu passer Bomb Buster, on a vu passer Flip 7. Enfin, donc en fait, tous les jeux, on les avait. Maintenant, il y en avait aussi d'autres qui sont dans les recommandations. Et c'est vrai que c'est pas une place forcément viable parce qu'on se dit, ils sont passés tout près, quoi, voilà. Mais donc oui, évidemment, ravi d'être dans les 9 jeux. C'est une chance, quoi. Ouais. Et de Laurent, tu avais suivi aussi. Moi, pas du tout. Quand il dit il parle pas pour moi parce que moi, j'étais même pas au courant que si j'avais vu qu'ils avaient joué, mais c'était une review comme ils faisaient pour tous les jeux en fait. C'était sur leur site et c'était Sébastien Pochon qui m'avait envoyé ça parce qu'il suit aussi l'actualité allemande. Sauf qu'il review pas tous les jeux en fait. Il review les jeux qui les intéressent. Moi, je m'y attendais mais tellement pas que alors là, voilà, j'ai reçu un texto le jour où ils ont annoncé les nommés, on m'a dit bravo, je comprenais pas pourquoi. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait Quand tu vois 3 ou 4 bravo, etc., tu te dis il se passe quelque chose. C'était pas aujourd'hui les nominations. Moi c'était. Tu ouvres Facebook et tu regardes, effectivement, tu te dis on est dedans, quoi. Donc là oui, c'est une surprise, hein, clairement. Et j'imagine que c'est un grand moment. Enfin, vous réalisez ou comment ça se fait? Quels sont tous les sentiments qui se mélangent à ce moment-là? Alors moi c'était tellement inattendu qu'effectivement c'est un truc dont on y pense, c'est quelque chose d'inaccessible en fait. On se dit il y a tellement de jeux qui sortent, tellement de bons jeux qui sortent. C'est marrant parce que j'avais un peu pensé moi pour Looney Quest il y a ça longtemps parce que qui était finalement dans la liste, dans la comment ils appellent ça, la liste des recommandations. Des recos, Et mais alors là, pas du tout. Ouais, c'était donc c'est bien. J'aime bien quand c'est l'imprévu surgit. Inattendu surgit. Après c'est pas si simple, hein, sincèrement. Moi, c'est long de mois. Et c'est vrai que tu te retrouves un peu, le jeu est revenu dans l'actualité, on a gagné 500 places au classement BGG, les gens changent leurs notes, et à côté de ça on a des reviews aussi où on en prend plein la gueule parce que dès qu'ils veulent, des reviewers veulent se montrer on va dire durs, sévères, etc., disent mais moi je l'aurais pas sélectionné, mais il se trouve que t'es pas dans le jury donc on t'a pas demandé ton avis. et en fait on a de tout, on a des gens qui justement sont un peu moutonniers en disant mais j'ai toujours dit que c'était un bon jeu alors que non. Et de l'autre côté, il y a des gens qui nous tombent dessus, alors que on se demande même s'ils ont joué au jeu. Donc c'est pas simple à vivre, et c'est vrai que 2 mois c'est long. Moi, jusqu'à 2-3 jours, sincèrement, tout allait bien. Je m'étais fermé comme une huître en disant c'est la vie, c'est comme ça, voilà. Les gens disent bien ce qu'ils veulent. Et là, ça fait 2-3 jours où quand tu te réveilles au bout de 4-5 heures, tu te rendors pas parce que ça commence à bouler. Ça cogite beaucoup. Ça cogite dans la tête, alors avec des trucs complètement idiots. Alors on en rigole parce que pour être clair, Johan Goupy est un ami. On fait un jeu Légion avec Bruno Catala qui va sortir en septembre. Donc et là, le fait d'être assis côte à côte, on est du côté du couloir, c'est foutu pour vous. Enfin, tu vois, on s'envoie des vannes comme ça, sachant que personne ne sait. Enfin, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que Harald qui sait, le président du jury, parce qu'il le sait depuis 3 heures. Oui. Donc en fait, on est dans une ignorance totale et tout le monde. Et je trouve que c'est plutôt bien parce que du coup, ça va. De toute façon, on ne peut pas spéculer plus que ça, puisque de toute façon, personne ne sait. Donc personne n'a plus d'infos que mais ça ne nous empêche pas de rigoler, de féliciter les autres, puis on verra bien. Hein. Et il y a quand même une forte présence française en fait. Déjà l'année dernière, c'était le cas. C'est monstrueux. On a 3 jeux, j'ai envie de dire 100% français. Plus après, il y a, j'ai vu dans les recommandations, il y a plein de jeux français. Il y a Château Combo, il y a etc. Même dans les jeux allemands, il y a des illustratrices françaises. Oui. Donc ils commencent à comprendre que au niveau illustration. Ils ont un peu de retard, on va dire ça comme ça. Donc oui, on est pas loin d'avoir dans au moins la moitié des jeux des Français.
Donc oui, c'est. Je crois le marché français est devenu un marché vraiment. Le premier marché en Europe, c'est clair. Ouais. C'est sûr. Et ça, vous le sentez aussi sur. Je sais pas si vous avez l'occasion de rencontrer un peu les localisateurs de. Vous voyez qu'il y a un intérêt plus fort qu'avant par les pros allemands pour les jeux français ou. On en sort, en fait, d'une réunion. De là, oui. Moi, je suis pas du tout. Alors, comment dire Si, on a des effectivement là, typiquement sur Loot, on va voir dans 1 heure et demie, mais forcément, si on a un prix, ça va changer la vie du jeu, on le sait. Hein, et donc souvent, les jeux qui ont des prix ont une extension, etc., etc. Et puis il y a quoi qu'il en soit, tu as des félicitations de gens que tu connais, que tu vas voir à Essen ou à Nuremberg, etc. Mais là, effectivement, ils disent tiens, le prototype que tu m'avais montré, qu'ils n'avaient pas pris, finalement, on aimerait bien le revoir. Enfin bon, voilà. Donc, oui, il y a clairement, on devient entre guillemets bankable. Alors, si on n'a pas le prix, je pense que ça va durer les 2 mois, voilà. Mais sinon, on verra. J'en sais rien. C'est pas. Et d'ailleurs, je me demande sur les illustrations, vous avez eu votre mot à dire ou ça, c'est vraiment l'éditeur qui gère. Comment ça s'est passé? Vous êtes consulté sur d'autres aspects que le développement purement mécanique du jeu? C'est sûr que c'est la prérogative principale de l'éditeur. Mais après, on était au courant de tout, puis on a donné notre avis. Nous, c'était avec Naiad, c'est pas un problème de c'est pas bien ou c'est toujours sublime. Mais par contre, moi je me suis j'ai donné mon avis en termes d'ergonomie, de lisibilité, etc. Il y avait des bonnes idées qui nous paraissaient être bonnes à tous sur le papier comme ça, et puis qui ne servaient pas assez la lisibilité. Donc il y a eu des allers-retours, mais ça s'est assez bien passé dans l'ensemble en fait. C'était assez fluide, assez fluide, très fluide. Parce qu'en fait, il y a des éditeurs, j'ai l'impression, qui n'aiment pas qu'il y ait forcément de lien. Il y en a d'autres qui préfèrent consulter les auteurs. Là, c'était une grande confiance vraiment du début à la fin. Ça s'est très bien passé. Déjà, on peut souligner qu'effectivement, avec Joseph Foussa, qui est le directeur de projet, avec Alain Miragnan, qui est effectivement le chef éditeur. Ça s'est super bien passé, c'est-à-dire que on a été dans la confidence quand ils ont cherché un illustrateur, une illustratrice. À un moment, il y a le nom de Naiad qui sort, on s'est regardé en disant si c'est Naiad, c'est juste super, quoi. Et ça a été lui. Et derrière, après, c'est vrai que Laurent est quand même, graphiquement, c'est quand même son métier aussi. Donc, le fait qu'il avait un avis quand même plus professionnel que moi je pouvais avoir ou autre. Et puis, donc ils ont parlé beaucoup ergonomie avec Laurent, etc. Moi, j'ai suivi, mais j'ai pas forcément un avis aussi définitif là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'il y a des moments où on se rend compte qu'il y a des choix qu'on qualifiera peut-être de marketing sur la couverture ou autre. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Naiad, et c'est vrai que quand on lui dit non, il faudrait changer ça, mais non, change rien, c'est parfait. Après, on est là, donc ils ont sans doute eu raison. Voilà, mais c'est. En tout cas, ça s'est très bien passé, oui. Sur plein de choses, sur les choix éditoriaux, sur le fait de monter le jeu, pareil. Les jeux avant avaient le centre, et puis on a développé le Fjord, le puzzle game, qui au début n'était qu'un tableau de score, et puis au final est devenu une deuxième partie du jeu, et ce qui fait que Loot est devenu ce qu'il est devenu. Ça, c'était vraiment fait avec Gigamic en pleine confiance. Et je crois qu'effectivement, pour moi, c'est un des plus beaux rapports de travail auteur-éditeur qui s'est fait vraiment, vraiment bien, quoi. Il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu de. Et les projets à venir, tu disais que là, tu avais un jeu qui allait sortir, toi, Charles, avec Bruno et puis. Oui, alors ça, c'est les jeux imminents. Il y a Légion, donc dans le monde d'Abyss, qui sort avec Johan, du coup, et Bruno, évidemment, vu que c'est dans le monde d'Abyss. Donc c'est pour Essen. Et puis j'ai un jeu avec ma fille Cléo qui est Incantibus qui sort chez Studio H. Alors on a déjà fait 2-3 salons où on l'a montré, où même il y a quelques exemplaires vendus, mais ce sera aussi septembre-octobre. Et donc là c'est un jeu plus familial où avec un coup de baguette de sorcier on va visiter la tour, les vestiges de la tour d'un ancien sorcier, affronter des monstres, faire des potions, trouver des grimoires, enfin voilà, quelque chose de beaucoup plus familial. Et toi, Laurent, tu as des projets imminents Imminents, non. J'ai théoriquement un jeu prévu l'an prochain chez Ravensburger, mais si tout va bien. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça va bientôt être la cérémonie. Donc, on croise les doigts pour vous. Voilà. Et puis, merci beaucoup de votre temps et de votre disponibilité. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Eh bien, nous sommes lundi 14 juillet. Oui.
Le lendemain de la cérémonie, c'est presque la fin de cette édition du Spiel des Jahres. On peut le dire. Ouais. On va revenir bien sûr sur le palmarès final, mais avant ça, on a une invitée spéciale que vous avez déjà entendue. Et oui, on est avec Pénélope. Salut Pénélope. Salut Paul Gara, salut Hammer, merci pour l'invitation. Et écoute, mais c'était tellement cool de se retrouver ici à Berlin. Toi, t'es venu même avant nous parce que t'as eu la chance de participer aux Journées de la Critique, c'est ça? Ouais, d'ailleurs c'était une chance un peu exceptionnelle parce que d'habitude cette Journée de la Critique, elle n'a pas lieu en même temps que le Spiel, elle a lieu à un autre endroit. Donc là, c'était une première. Je suis pas sûre qu'ils vont le refaire. Ouais. C'est pas quelque chose qui m'a été confirmé. Parce que je pense que pour eux, ça a dû être une sacrée charge d'organisation supplémentaire. Alors, ce sont deux organisations différentes. Bien sûr, elles ne dépendent pas l'une de l'autre, mais forcément, on imagine bien qu'il y a des membres, comme Saint-Cri de la Critique, le Spiel. On imagine bien qu'il y a des membres du jury qui étaient concernés largement par la... Tout le monde était là et il y avait alors c'est exactement le genre de... Il y avait plein de podcasts, enfin toute la presse, les podcasts. Il y avait des invités aussi de l'étranger. Alors on n'était pas des centaines, mais on sent qu'il y a une vraie volonté de leur part d'internationaliser ces événements. Et ça, c'était super agréable. Donc il y avait Shut Up and Sit Down qui était présent, No Pun Included. Il y avait moi pour la France. Alors moi, j'étais là aussi en tant que membre du jury de l'Asdor. Il y avait les membres du jury italien, il y avait les membres du jury danois. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis le jour de la critique, ils ont tenté de le mettre à côté du Spiel des Jahres pour pouvoir avoir ces invités qui viennent en fait aussi pour le Spiel. Oui, donc ça permet en fait aux personnes qui viennent quand même sur leur... Il y a peu de médias pro qui en vivent bien, donc souvent c'est sur tes deniers personnels que tout ça tu dois... voilà, on va pas... Non, je pense qu'aussi le fait de rassembler... Personne ne m'a payé mon voyage pour venir jusqu'ici. En fait, le fait de rassembler les événements permet aussi aux personnes d'optimiser leur déplacement, leur déplacement, quoi. Exactement. Aussi, tu as ouvert une enveloppe hier. Oh là là. T'as fait un truc de dingo. Franchement, j'ai pas arrêté de le dire toute la soirée d'hier. Je pense que c'était la chose, j'aurais jamais imaginé que ça pouvait m'arriver, jamais osé l'espérer. En fait, quelle était la chance pour quelqu'un qui n'est ni auteur, ni illustrateur, ni éditeur, juste créatrice de contenu, ce qui n'est... je dis pas que c'est... Oui, mais donc, je n'avais aucune raison de me retrouver sur cette scène et de participer à l'histoire du Spiel à ma toute petite échelle, sachant que c'est très rare qu'ils demandent à des étrangers de venir ouvrir une enveloppe sur scène. Mais j'aurais jamais imaginé quelque chose comme ça. Et il y a vraiment cette volonté qu'ils ont en ce moment de s'ouvrir et donc moi j'ai reçu l'invitation il y a 2-3 mois pour les jours de la critique. J'étais déjà hyper contente parce que en tant que critique, c'est hyper intéressant de confronter les visions des uns et des autres sur la critique dans le jeu de société entre nous. Mais quand j'ai reçu le mail qui me proposait d'ouvrir l'enveloppe, j'y ai pas cru. Enfin, j'ai un peu crié dans mon salon. Parce que voilà, c'est une fois dans sa vie, quoi. C'est un peu vulgaire de dire ça, mais il y a des petites choses qu'on coche dans sa vie en disant « Ah, j'ai fait ça ». Et je peux dire, et quand je regarde le parcours que j'ai eu sur ces 5 dernières années, waouh, je suis une grosse chanceuse quand même. Et je les ai remerciés pendant deux jours complets. Tu sais que la chance, ça n'existe pas. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'espère que je le mérite, mais j'ai quand même beaucoup de chance. Et alors moi, je te posais la question toute bête parce que j'imagine que quand tu ouvres l'enveloppe, que tu lis le nom, le moment où parce que toi, tu le sais pendant une fraction de seconde, quelques secondes, tu sais avant tout le monde. C'était nouveau pour moi parce que ça fait. Alors, je vais pas mentir, je suis française, donc il y avait 2 nommés français dans ma tête. Il y avait tout de suite, c'est pas les Français. Et puis dans ma tête, c'était tout de suite, non mais attends, c'est ton job, tu dois sourire, tu dois avoir l'air. Donc ça dure une fraction de seconde, mais pour être tout à fait honnête, c'était mon pronostic. Donc il y a surtout ce petit côté joueur. Oui, je te l'avais dit juste avant. Je t'avais dit les deux gagnants, je les avais. Et mon côté joueur a juste ouvert l'enveloppe et s'est dit voilà, j'avais raison. Mais il y a un petit moment où en fait tu ressens une pression de faut que je le dise bien, faut qu'on entende bien le nom. C'est ça aussi. J'avais juste cette pression là, puis une fois que c'est fait, je me mets à sourire parce que c'est bon. Fait le boulot, en fait, job's done. Les gens te disent mais c'est juste lire un nom dans une enveloppe, mais en fait non. Parce que
pendant tout ce moment-là, t'as un truc qui fait que faut bien le dire, que ce soit intelligible, que ce soit. Mais en fait, ça met. Moi, c'est ce que je me suis dit. C'est pour plein de gens, ça peut sembler être rien du tout. Ouais, oui, t'es venu pour monter Pour moi, c'est énorme. C'est une symbolique énorme dans ma vie. C'est un souvenir dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai vu, voilà. Outre cette ouverture d'enveloppe, c'était ta première fois donc à Berlin à la cérémonie du Spiel. Globalement, tu as trouvé ça comment ? Par exemple, en comparaison à ce que tu connais en France. Ce qui est intéressant, c'est que c'est deux visions franchement différentes. Nous, on a un petit côté, on sent que le Cannes travaille à être le plus entertaining possible. Il faut que personne ne s'ennuie. Il faut dire que 3000 personnes dans une salle, tu peux pas te permettre d'être trop long. Il y en a beaucoup quand même, ils sont pas là pour. Il faut. Ouais, puis on a connu aussi avant des choses des cérémonies qui interminables, étaient ultra longues à Cannes et où les gens n'en pouvaient plus. Et j'avoue que je fais un peu partie de cette école pour qui une bonne cérémonie, c'est une cérémonie courte. Ouais. C'est celle qui te laisse des bons souvenirs, ça s'enchaîne, c'est rythmé, c'est super. Ce qui est intéressant dans la vision allemande, c'est cette mise en valeur qu'ils font de chacun des nommés. Il n'y a pas de. Tout le monde est gagnant en fait au Spiel pour eux, et ça ils insistent vraiment là-dessus. Peut-être que je rappellerai pas à nouveau la liste des recommandations à leur place, je trouve que c'est un peu long, mais c'est une volonté, c'est une vraie volonté de mettre en avant tous les jeux de qualité de l'année, et c'est un peu le but du Spiel. C'est des visions très différentes. Nous on est un peu plus dans la volonté d'en faire quelque chose de grand public, de très grand public, et donc d'un peu plus peut-être spectacle aussi accessible et moins expert. On va revenir sur le palmarès. Donc là, parce qu'on n'en a pas encore parlé dans ce podcast, on a toujours mine de rien. Dit. Alors on va commencer par le Kinderspiel. Ouais. Donc on avait le Clan des souris, on avait Top 10 Torteux, et on avait le troisième jeu dont j'ai oublié le titre, Cascadia Junior. Cascadia Junior. Et pourtant c'est le plus facile. C'est le plus facile pourtant. Bon. Donc, enfin, Wolfgang Warsch a obtenu son Kinderspiel. Ouais, après pas mal de nominations dans cette catégorie, il a dit lui-même d'ailleurs dans la conférence de presse que après avoir été déçu plusieurs années de suite, il était venu simplement en n'y croyant plus, en se mettant pas du tout la pression. Et c'est effectivement Top 10 Torteux qui l'a emporté. Et sur scène, il était vraiment très ému. Ouais, je sais pas, ça s'est vraiment senti. Il l'a beaucoup. Il l'a déjà dit en interview, mais il fait beaucoup penser à ses enfants. Parce que voilà, il explique pourquoi il fait beaucoup de jeux. Il a fait beaucoup plus de jeux enfants. Donc voilà, écoute, en toute franchise, moi je suis super contente pour lui. Je le connais pas personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de lui parler, mais j'ai l'impression que c'est un mec adorable. C'est vraiment. Et il était d'une grande humilité sur scène. Oui, voilà, c'est hyper agréable à voir en fait. C'est une super personne, et là tous sont très bien, mais c'est vrai que quand il a eu tellement de déceptions sur le jeu enfant que tu te dis c'est cool qu'il l'ait eu enfin. Alors du coup Pénélope va nous parler du Kinderspiel qui a été attribué à Endeavor au profonde. Ouais. Et alors en allemand c'est Tifsi. Je me suis dit je vais le dire, tu vois. Donc les auteurs c'est Carl de Visser et Gerard Gray qui sont venus de Nouvelle-Zélande pour cette cérémonie. Et alors là, c'est vrai qu'il y a eu c'est les auteurs d'Endeavor de base. Il y a eu une deuxième version d'Endeavor qui s'appelait Edge of Sail. Edge of Sail, voilà, Edge de la voile en français. Et puis là, c'est la troisième itération. C'est vrai qu'il y a eu quelques questionnements au débat sur le fait de savoir est-ce que c'était un nouveau jeu, pas un nouveau jeu, machin. Bon, ça c'est vrai que moi, pour avoir joué quand même, alors peut-être pas à la V1, mais à la V2 et à la V3, pour moi, t'as une filiation, mais c'est pas les différences. Mais c'est pas les mêmes jeux, quoi, en fait. Il y a une vraie différence. Il y a une vraie filiation. C'est ce qui fait qu'on se pose la question. Le centre de la mécanique est quand même vraiment le même. Ce système de tuiles qu'on récupère, qui fait son moteur de placement d'action, etc. Mais il y a énormément de différences. Ce qui fait d'ailleurs que, en fait, c'est en toute légitimité que le monde ludique et même les prix sont en train d'évoluer là-dessus. La transformation s'est faite dans le jeu vidéo il y a longtemps, avec toutes les itérations de Call of Duty qui ont des prix dans les AAA, on est habitué à avoir à être. Oui, bien sûr. Enfin, Skyrim n'est autre que The Elder Scrolls 5 en fait, par exemple. Mais en fait, est-ce que c'est pas assez logique parce que Carl de Visser et Gerard Gray, c'est quand même. Ils viennent du jeu vidéo, ouais. C'est des auteurs un peu à part, c'est des auteurs d'un seul jeu. Quand tu regardes leur ludographie, ils ont fait les 3 Endeavor. Oui. Et comme vous disiez, dans le jeu vidéo, on a ces itérations des jeux qui s'appellent
s'appelle pareil, mais le 2 est pas le même que le 5. Ce qui est, c'est qu'ils viennent du Death monde Stranding, par exemple, qui arrive, ça ils viennent du monde du jeu vidéo aussi, donc peut-être que c'est aussi l'idée de retravailler sur quelque chose. Moi, je pense que ça explique. Vous pouvez aller regarder le nouveau règlement de l'Asdor qui est apparu cette année. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup réfléchi et notamment, maintenant, toutes les nouvelles versions vont être admises et en tout cas soumises au moins à étude. Parce que jusqu'à maintenant, c'était un petit peu, non, mais ça c'est un jeu qui... Oui, donc c'était disqualifié d'office, quoi. Oui, alors, ça faisait quelque temps qu'on se disait ça commence à devenir compliqué parce que énormément de bons jeux sont des nouvelles itérations et ça devient une pratique courante et normale dans le sens où c'est la façon dont les jeux peuvent survivre dans le temps maintenant. C'est d'avoir une licence forte qui leur permet d'avoir une identité et de s'inscrire. Et je disais cette remarque, quelle est la différence finalement entre deux jeux d'une même série ou deux jeux qui ont exactement la même mécanique, même si elles sont pas de la même série? En quoi ça disqualifie plus un jeu d'être de la même licence, mais qui se ressemblent pas trop? Du coup, moi, c'est un plagiat assumé. Exactement, que d'avoir deux placements, deux constructions de moteurs complètement identiques, mais c'est pas la même licence, donc ça passe. Ouais. Il y a quelque chose. Voilà, donc ça a évolué par exemple dans cette année. En fait, ça a évolué déjà. Ouais. Cette fois-ci, c'est acté. Ok. Et on va finir par le Spiel des Jahres, qui a été attribué donc à Bomb Busters de Hisashi Hayashi. Voilà, donc un jeu qui est Cocktail Games. Un autre auteur venu de très loin. Ouais, un jeu Cocktail Games et Pegasus Spiele pour la version allemande. Et alors là, on va se dire, donc c'était un moment très émouvant. C'est la première fois qu'un auteur japonais obtient un Spiel. Oui. Et on a vu Iso sur scène tout le temps. Oui, puisqu'il était le traducteur officiel de Hisashi Hayashi pour ce week-end. Donc effectivement, il a eu beaucoup à faire. Ouais, beaucoup de demandes d'interview. On a senti Hisashi Hayashi et sa femme, ils sont émus à un point qui est hyper touchant. Mais ça, c'est des moments qui sont magiques à vivre en cérémonie. Ouais. Pour vivre ça de près sur scène à l'Asdor, c'est des moments absolument magiques. Sentir qu'il y a des auteurs qui vont pas dormir de la nuit, qui vont avoir les larmes qui vont leur venir, on sent que pour eux c'est des moments magiques dans le rôle qu'on porte en fait. Et hier j'étais hyper contente pour eux, vraiment. Enfin, c'était un moment hyper émouvant. C'était le grand moment émouvant. Et aussi pour Cocktail Games, donc ils ont eu Trio, l'Asdor avec Trio l'année dernière. Cette année, ils font le Spiel des Jahres, pas mal. Je sais pas s'ils font comme toi, Pénélope, qui coche des cases, mais en tout cas là ils ont commencé à cocher des cases. Et puis on peut aussi noter que ça fait 2 ans de suite que le Spiel est attribué à un jeu coopératif. Ouais, absolument. Et dans ces dernières années, parce qu'on avait dit qu'il y avait Dorf Romantique l'année d'avant. Ces dernières années, dans la sélection du Spiel, les jeux coopératifs ont la part belle, en vrai. Après, c'est vrai que c'est une tendance du marché aussi. Mais ça fait partie des choses qui démontent aussi les préjugés sur tous les prix, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que c'est un jeu coopératif, ça n'a pas de chance de gagner, c'est un jeu de joueurs, ça n'a pas de chance de gagner, etc. En fait, les jurys, c'est toujours mouvant, c'est toujours changeant, ça se remet en question en permanence. Et voilà, quand les meilleurs jeux, c'est les jeux coopératifs, quand les meilleurs jeux, c'est les jeux à 2 joueurs, c'est ceux-là vers lesquels on va se tourner, naturellement. On a fait le tour ou on a encore des choses à rajouter? On a fait le tour du palmarès en tout cas. Du palmarès. Un beau palmarès. Un beau palmarès comme toujours. On était super... c'est toujours un moment de plaisir d'être là, quoi. Il y a ce côté un peu hors du temps. Et puis du coup, on a la date pour l'année prochaine? Non. Non, ça va être le 12 juillet en fait. Mais en vrai, ça va être dimanche. À mon avis, ce sera dimanche 12 juillet ou dimanche 19 juillet. Oui, très probablement. Je parie ça au doigt mouillé. Il y a de fortes chances. Je suis sûr que la date est déjà fixée. Oui. Mais... Moi, j'ai été déjà réinvitée, mais je sais que je ne remonterai pas à ouvrir une enveloppe. Ah oui, tu remonteras pas à ouvrir l'enveloppe. C'est fini, ça. C'était once in a lifetime. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci Pénélope. Mais merci à vous. C'était trop cool de vous retrouver ici. Ouais, c'était les imprévus. On se retrouvait à Berlin. Qui l'eût cru qu'on ferait ça ensemble. Merci à Marne. On se retrouvera à Essen en vrai. Merci Paul Garin. Ah oui, on se retrouve toujours en Allemagne de toute façon. Toujours en Allemagne de toute façon. Absolument. Merci beaucoup aux auditeurs et auditrices. Voilà, c'est la fin du podcast spécial. On va partir en vacances maintenant. Manaya nous a donné l'autorisation. Très bien. À très bientôt. À bientôt. Salut. Merci. Ciao. Salut.
Cette émission et ses interviews enregistrées à Berlin entre le 12 et le 14 juillet 2025 sont produites par Paul Gara et Hammer, avec un grand merci à nos doubleurs pour les interviews en anglais. Nous remercions également l'association Spiel des Jahres pour l'organisation et l'invitation à la cérémonie de remise des prix. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté le Point de Paul Gara, Auf Wiedersehen et à très bientôt pour une prochaine émission.